Nous sommes en direct du plateau, on parle jamais nous. Mais sinon on parle bien sûr, vraiment. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Nous avons un nouveau candidat à la mairie de Créteil. Et j'aimerais... Non, je ne vais pas vous le présenter. On va faire même mieux que ça. On va regarder ça tout de suite, s'il vous plaît. Et on se retrouve après. OK? On fait ça comme ça? On se regarde ça. Allez, c'est parti. Abdoul-Bar Jaafar n'est pas un nouveau venu dans les luttes pour la justice sociale à Créteil. Son parcours politique est celui d'un militant de terrain qui a choisi de porter les aspirations des quartiers populaires. Dès les élections municipales de 2020, il figurait déjà parmi les forces de changement sur la liste pour l'écologie Créteil en commun, affirmant ainsi sa volonté de lier urgence sociale et enjeux environnementaux. En 2021, lors des élections départementales sur le canton Créteil 1, il a franchi une étape supplémentaire en défendant un programme de solidarité concrète. Ce parcours témoigne d'une fidélité à ses convictions et d'une présence constante auprès des habitants, loin des promesses éphémères. Aujourd'hui, la candidature d'Abdoul-Bar Jaafar s'inscrit dans une dynamique collective puissante. Son action au sein de l'Union populaire et des mouvements insoumis de Créteil montre qu'il croit en la force du nombre et en l'intelligence partagée. Ses récentes prises de parole aux côtés des figures nationales lors de réunions publiques à Créteil soulignent sa capacité à porter les grands débats nationaux, qu'il s'agisse des droits des travailleurs ou de la dignité de nos quartiers, jusqu'au cœur de l'action municipale. En se présentant, Abdoul-Bar Jaafar porte une vision claire pour Créteil. Reconquête des services publics pour que chaque quartier de Créteil dispose des moyens nécessaires pour vivre dignement. Solidarité active pour une ville qui protège ses jeunes, soutient ses aînés et ne laisse personne au bord du chemin. Abdoul-Bar Jaafar est l'homme des dossiers qui n'oublie jamais les visages. Son expertise est celle du quotidien, sa force est celle du collectif. Voilà, c'est pas mal tout ça. Alors, monsieur le candidat, ça vous plaît? Alors, c'est une présentation qui est fidèle. Je vous remercie. Dans mon pays d'origine, aux Comores, on a cette tradition d'aller voir les griots, de les remercier, d'essuyer un petit billet sur leur visage. Mais on va pas faire ça. Sortez le billet. En tout cas, ça fait plaisir. De même. On a essayé un peu de chercher des informations. Bon. Mais moi, j'aimerais savoir qui vous êtes vraiment. Vous êtes arrivé ici à Créteil quand, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous atterrissez ici? Alors, je suis arrivé à Créteil à l'âge de 3 ans. D'accord. Je suis né à Alfortville. Et depuis, j'habite Créteil. Et surtout, Créteil m'habite. J'ai étudié à Lille. D'accord. Je suis parti étudier aussi à Montréal. J'ai travaillé au Maroc. Mais sans cesse, ma boussole, elle pointait vers ma ville, celle de Créteil. On va arriver. D'abord, nous, ce qui nous intéresse, c'est le parcours. Donc, on fait Lille, Canada et le Maroc. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ces histoires? Comment on fait ça? Disons que parfois, il faut partir loin pour se retrouver, pour se former. Donc, pour mes études, je suis parti à Lille. J'ai eu la chance d'être accepté dans une prestigieuse école de sciences politiques, là où j'ai fondé une association qui avait pour but de promouvoir un regard neuf sur le monde afrodescendant, de décoloniser les regards et de promouvoir les questions antiracistes. En parallèle, j'étais aussi dans le bureau des étudiants, là où je m'occupais du pôle solidarité. On organisait des maraudes, on organisait aussi une fête de quartier dans un quartier populaire et de l'aide aux devoirs pour les enfants de ce même quartier. C'est qui ce type-là? Comment est-ce qu'on se dit à un moment donné, bon, on fait comme... comment on dit ça quand on est petit, là, la primaire, CP, machin, on arrive. D'un coup, on part à Lille, on se dit, tiens, on va aller aider les gens. C'est quoi l'histoire? C'est quoi? C'est maman qui a donné ça? C'est papa? Comment on organise ça? Alors, comment ça arrive? Papa, maman, je vous salue. J'aurais aimé qu'ils soient là ce soir, mais circonstances familiales qui font que non. Mes parents m'ont très bien éduqué. Ils m'ont transmis dès le plus jeune âge des valeurs de dignité, des valeurs d'entraide, des valeurs de toujours être soucieux de mon prochain. Et c'est des valeurs aussi que j'ai pu cultiver aux côtés de mes camarades, aux côtés de mes amis ici à Créteil, puisque c'est des valeurs qu'on partage tous, nous les Christoliens. Et c'est des valeurs qui sont fortes et des valeurs qui font aussi
que les Christoriens se reconnaissent dans la France insoumise, étant donné que c'est le parti qui les incarne le mieux aujourd'hui. Mais à l'époque, quand vous êtes allé à Lille, que vous êtes passé au Canada, la France insoumise n'était pas là. Donc comment ça s'est passé, il faut nous dire. Mais avant même de continuer avec ça, je vais quand même vous présenter quand même Sephora, quand même, parce que sinon je vais faire le mec impoli. J'ai commencé sans la présenter, c'est l'une de nos spécialistes de jeunesse. Très bien. Donc, bonjour Sephora, voilà, on applaudit Sephora. Aujourd'hui c'est simple, normalement on a beaucoup d'experts qui sont là, mais moi j'ai vu une vidéo à vous par rapport à la télé et tout ça, et excusez-moi les amis. Mes amis droitards, je les ai sortis. Comme ça, c'est clair. Il est Thierry. Il se cache où, Thierry? Comme ça, c'est clair. Mais bon, après, quand on est ici, c'est, comme on dit chez nous, on est là juste pour que les citoyens puissent se faire un avis. Donc, il faut des questions à droite, à gauche, et qu'on envoie, et que voilà, qu'il n'y a pas de blague. Absolument. Mais moi, cette vidéo, elle m'a un peu trop révolté. Donc, j'ai dit non, tranquille, on va parler entre nous. Et par contre, je poserai les vraies questions. Attention, hein. On ne va pas se blaguer là-dessus. Hein. On est d'accord, hein? C'est comme d'habitude. Hein? Ouais. Hein? On ne se blague pas là-dessus. Donc voilà. On disait, on part de Lille, parce qu'il est déjà bon, hein? Il est déjà dedans. Hein? On part d'ici, on va à Lille, après on va au Canada. Qu'est-ce qui se passe au Canada? À part le grand froid là-bas. Là. Il fait froid quand même. Hein? Je vous avoue que... C'était dur. Hein? Ah, c'était très très dur le froid, mais heureusement il y avait la chaleur humaine autour de moi. Je me suis fait des amis que je garde encore aujourd'hui très près de mon cœur. J'ai aussi eu l'occasion, justement au Canada, de participer à une association qui m'a permis de faire une simulation diplomatique à Washington, donc une simulation diplomatique de l'Union africaine. Et ça m'a permis justement de me connecter aux enjeux de ce continent, de m'y intéresser, de m'y pencher très concrètement et aussi d'être dans une première expérience là où finalement j'incarne une personnalité publique, là où je négocie, là où je fais des discours, etc. Et finalement, toutes ces compétences que j'ai acquises au cours de mes études, j'ai envie aussi de pouvoir en faire quelque chose d'utile pour les personnes avec qui j'ai grandi, pour les personnes qui m'ont vu grandir et pour les petits frères qu'on voit grandir. C'est beaucoup... tu sais, il aime bien... Hein? Oui. Vas-y, il aime bien aider... Mais moi, j'ai déjà... Bon, après, j'aurais d'autres questions. Mais c'était quoi vos inspirations? Parce que vous m'avez l'air jeune. Donc, est-ce que c'est des séries, Netflix, YouTube? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Parce que, on se dit, étant en primaire, on ne pense pas forcément à devenir peut-être futur président. Exactement, c'est jamais un c'est ce qu'on vous souhaite. La mairie. La mairie déjà. Mais voilà, Ah, on joue, on a des petits jouets, Voilà, mais vous avez déjà une carte politique. Donc, dites-nous, c'était quoi votre inspiration pour autant voyager et faire des stages à l'ONU, etc., etc. Alors, disons que dès le plus jeune âge, j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui m'a poussé à ne pas me fixer de limites. Un entourage aussi qui m'a poussé à toujours me soucier du prochain. Et finalement, cette combinaison a fait que j'ai d'abord été dans l'associatif, à travers des maraudes, etc. Et les maraudes, en fait, c'est bien puisque on gère l'urgence sur le moment. Mais ça ne permet pas de contrecarrer le système qui fait en sorte qu'il y a cette urgence-là. Donc c'est pour ça que la politique, finalement, c'était une évidence, puisque à travers la politique, à travers le fait de mobiliser, à travers le fait d'argumenter et le fait justement d'aller voir et de speak the truth to the power, dire la vérité au pouvoir. Il faut traduire vos chefs, pas en anglais, s'il vous plaît. Hein. C'est comme ça qu'on change concrètement des vies. Et quand j'en reviens finalement à mes jeunes années, au collège, etc., là où j'étais déjà délégué de classe. J'en ai Non, mais non. Vous avez déjà voté pour lui, c'était sûr ça. Non, délégué de classe, mais Ça, disons que c'est anecdotique dans une élection. c'est anecdotique pour une élection municipale. Pardon, mais j'ai envie de dire... Monsieur, pardon, Oui. c'est jamais anecdotique d'être délégué de classe. Oui. Faut pas nous blaguer ici, monsieur. C'est difficile. C'est dur dur, à convaincre, c'est des petits, il faut lui dire vote pour moi, non, sans les brusquer. Je crois que c'est même encore plus difficile que de se dire à un moment donné, quand on est adulte, on doit convaincre des gens. Donc c'est pas anecdotique. Hein. Tu as raison, hein, président. Hein. Ça commence bien. Voilà. Et justement, le fait, je pense, pour mes camarades, de voir que j'étais délégué, que je prenais mon travail très au sérieux
Et aussi, on ne va pas se mentir, c'était 2008, Obama, yes we can, il nous a trahis après. Voilà. Mais ça fait que les camarades, finalement, ils projettent quelque chose en vous et justement, ça ouvre les perspectives. Un gamin comme moi, de Créteil, de banlieue, qui a grandi en quartier populaire, souvent pour mes congénères, pour mes semblables, les voies qui nous sont offertes, c'est le rap, le foot. Si vous demandez au frère de Amina, il vous dira que je ne suis pas très bon au foot. Il va dire on a viré de l'équipe. On vote pour lui, mais on veut pas jouer. On veut qu'il soit président du club, mais sur le terrain, je tiens à rétablir ça et je me débrouille bien. Voilà. Okay. Je me débrouille bien et justement, mon entourage et finalement les personnes avec qui j'ai grandi ont fait que je ne me suis pas fixé de limites et que j'ai toujours eu à cœur finalement de rendre et à cœur de me rendre utile pour l'intérêt général. Mais franchement, non, mais tu peux applaudir parce que vous savez, quand on m'a confié cette mission de pouvoir aller chercher les élections présidentielles, parce qu'on s'est dit, c'est ça, tu m'as mis président dans la tête, ces élections municipales justement parce que on ne parle pas assez de ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que il n'y a que ce qui se passe dans le monde ailleurs, mais pas les municipales. Donc j'ai dit, ok, moi je vais aller voir. Et on découvre des parcours formidables depuis qu'on a commencé ça. Et je suis vraiment très content que vous soyez là pour nous expliquer un peu ce parcours-là. Et vous voyez que c'est, même je crois qu'eux ne connaissaient pas toute l'histoire. Hein. Il y a des choses que vous ne leur avez pas dit. Hein. Mais qu'ils ont un autre regard déjà, c'est très important. Là maintenant, on dit que il y a la famille qui aide à aider les rêves. Comment ça se passe financièrement? Les parents, ils font 4 boulots, 5 boulots pour l'envoyer au Canada, ou comment il y a une bourse d'études? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Alors, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui se sont saignés depuis mon plus jeune âge, justement pour faire en sorte que moi, mes frères et ma sœur puissions avoir un avenir, qui se sont saignés aussi pour pouvoir envoyer de l'argent au bled, puisqu'ils ont laissé quand même une famille derrière eux. Et finalement, je pense que c'est le cas d'énormément de familles à Créteil. Et c'est pour ça que dans notre programme, on a aussi cette priorité de soutenir les familles, et en particulier les familles nombreuses et les familles monoparentales, puisque ces familles-là doivent gérer à la fois le poids d'un foyer, les démarches administratives, s'assurer que le gamin ait le ventre plein pour aller à l'école, s'assurer aussi que le gamin ait des bonnes notes. Et en même temps, il faut s'occuper parfois d'un parent, parfois d'oncle, parfois de tante, parfois de nièce. Et justement, j'ai envie de leur rendre hommage et j'aimerais qu'on les applaudisse. Je ne sais pas si les ninjas vont voter pour vous, mais en tout cas, c'est pas mal tout ça. On dit les parents, ils ne se sont pas inquiétés quand le fiston il est dans le froid là-bas au Canada. Nous qui venons du Comore là-bas de l'autre côté, on se dit on va le retrouver en stalagmique ou stalactique là-bas. Comment ils ont pris ça en fait? Alors, ils m'ont toujours poussé, ils m'ont toujours soutenu dans mon parcours d'études, dans mon parcours d'engagement. Et effectivement, le Canada, ça peut inquiéter puisque c'est une contrée lointaine. Ouais. Il y a un océan qui nous sépare. Et c'est vrai que pendant 1 an, on n'a pas eu l'occasion de se voir. À mon retour, j'ai eu le plaisir de rencontrer ma nièce qui avait quelques jours. Mais oui, effectivement, les parents s'inquiètent, les parents appellent tous les jours et finalement, ils ont aussi confiance et ils sont fiers dans la trajectoire justement que leur fils a. Et ils sont d'autant plus fiers, je pense, que finalement, ils se rendent compte que tous les efforts qu'ils ont faits ne sont pas vains. Et c'est aussi ce à quoi j'applique tous mes efforts. Essayer de faire en sorte qu'ils ne se disent pas on a mal élevé notre fils et notre fils ne fait rien de sa vie. J'ai une question qui me vient comme ça. Finalement, les parents, ils ont quitté le Comore, ils sont arrivés en France, ils ont eu le frère, la sœur, plus vous. Et vous, quand vous êtes parti là-bas, vous vous êtes senti comment? Il n'y a pas eu une histoire de je suis immigré et émigré ou un indésirable, je suis venu chercher quoi au Canada? Comment est-ce que vous l'avez ressenti? Parce que ça, c'est ce qu'on se pose toujours comme question, très souvent quand on vient d'origine. Nos parents quittent ça, que ça vienne de l'Espagne, que ça vienne d'Afrique, que ça vienne... et ils arrivent en France et tout d'un coup, on dépose des valises ici, on ne bouge plus. Et vous avez fait l'île et Canada. Il dit quoi l'immigré canadien? Disons que... Ou c'était un expatrié canadien, français? On ne sait pas, hein, ça dépend. Alors, disons que
j'ai eu cette discussion avec pas mal de mes camarades là-bas, camarades qui étaient issus de l'immigration et camarades français, justement, issus de l'immigration. Et ce qu'ils me disaient, c'est que c'est la première fois dans leur vie, en arrivant au Canada, que justement, ils avaient l'impression voilà, qu'ils étaient considérés comme des Français, qu'ils s'identifiaient avant tout à ça. Donc le mal du pays, il arrive aussi un peu, se dire, il faut que j'ai laissé mon Créteil là-bas, il fait froid ici. C'est pas le mal du pays, c'est le mal de Créteil. C'est le mal de Créteil, vraiment. Je vous assure, lorsque j'ai atterri lors de mon vol retour et que je reviens à Créteil, mais j'ai été frappé d'une joie indescriptible, puisque c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai mes repères, c'est là où j'ai mes amis, c'est là où, encore une fois, j'ai les personnes qui m'ont vu grandir, les personnes que je vois grandir et les personnes qui ont grandi avec moi. Et j'ai un rapport quasiment charnel avec cette chips. Je le suis bien. Hein. Il est fort. Vous savez, cette anecdote me fait penser à une chose, finalement, puisque vous parlez beaucoup de la famille, etc. On a parlé justement d'immigration ou expatriés. Vous avez eu la chance de rentrer. Mais nos parents, ils voient leurs frères et sœurs disparaître de l'autre côté, ils envoient des... Comment est-ce qu'aujourd'hui, chez vous, ils voient l'atmosphère qui se passe en ce moment, en se disant, ouais, j'ai emmené mes enfants ici, j'ai laissé mes amis là-bas, j'aurais peut-être plus l'occasion de le faire parce que j'ai mes petits-enfants qui sont ici, hein, qui sont français. Et donc, comment est-ce que, pour vous, vous le ressentez avec eux? Vous en parlez un peu avec eux de ça ou pas du tout? Vous sentez qu'il y a un truc... parce qu'on est très pudique aussi chez nous. Est-ce que vous sentez ça? C'est vrai que ça nous caractérise, mais justement, lorsqu'on perd une partie de notre monde connu, parce qu'on doit s'arracher à la terre qui nous a vu grandir, qui nous a vu naître, effectivement, on essaie de continuer à faire exister ce petit bout de monde. Et c'est pour ça que dans une ville comme Créteil, on a des communautés, des diasporas qui continuent à faire vivre la culture de leur pays. Et c'est ce qui donne aussi de la couleur et de la vitalité à notre ville, puisqu'on a grandi avec des Antillais, on a grandi avec des Ouest-Africains, des Sénégalais, des Soninké, on a grandi avec des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, on a grandi avec des personnes de confession juive. Et justement, c'est le fait aussi d'être dans ce brassage, dans cette interconnaissance, qui fait que finalement on partage cette condition de diaspora, de cette condition d'enfant de la diaspora. Et c'est aussi ce qu'on a envie de célébrer à travers finalement certains projets qu'on va vous dévoiler juste après. Il a rebondi. Mais avant qu'on aille sur ces projets, hein, on va parler d'autre chose. Là, vous lancez une bonne perche, parce que Créteil, c'est vrai que c'est une ville, et ça de tous les candidats le disent, vraiment cosmopolite, et on a vraiment toutes les communautés qui vivent bien ensemble. Il y a des problèmes, ça ne faut pas le nier, mais en généralité, on vit ensemble. Aujourd'hui, on a même du mal à dire que nos compatriotes d'origine israélienne, parce que c'est vrai le terme, c'est pas juif, juif c'est une religion, si je ne m'abuse, à moins que mon français soit perdu quelque part, je ne sais pas. Mais on grandit tous bien ensemble ici. Maintenant, vous voyez que notre plateau est un peu vide, parce que moi j'avais envie de parler d'un truc lorsque j'ai vu votre reportage par rapport aux insultes que vous avez eues racistes là. Vous avez dit que ça vous avait touché, parce qu'on est quand même un homme. On sait que les réseaux sociaux, c'est assez compliqué. On est un être humain, si je préfère pas froisser les dames qui sont là. Surtout, c'est très important. Mais au-delà du fait que... Comment vous pouvez décrire en fait ce que vous avez vu quand ces insultes-là? Parce que quand on vous entend, vous êtes parti au Canada et vous étiez français. Et quand vous rentrez pour aider votre pays à avancer, on vous envoie des mots incroyables. Au-delà de ça, c'est quoi le sentiment de l'homme vraiment? Disons que dans un premier temps, ça heurte. Pas de langue de bois. Hein. Ouais, pas de langue de bois ici. Ouais. Voilà. Dans un premier temps, effectivement, ça heurte. Je suis un être humain. Mais dans un second temps, il faut sortir de sa propre situation individuelle et se dire que derrière ce déferlement raciste,
qui est finalement la partie émergée d'un iceberg, qui est la partie spectaculaire d'un iceberg, il y a un nombre considérable de nos concitoyens qui subissent le racisme à l'embauche, qui subissent le racisme au logement, qu'ils subissent à travers des regards qui sont lourds de sens. Et justement, ces personnes-là n'auront pas de reportage sur France 2, n'auront pas d'article dans Le Parisien. Et c'est aussi pour ces personnes-là que je me suis engagé en politique, pour porter cette parole antiraciste forte, pour pouvoir faire en sorte que Créteil soit une ville antiraciste. Je vais me permettre de vous couper, je vais vous dire ça. Là, on a parlé, ok, ça c'est des grandes lignes que même moi je raconte quand je suis à la télé. Moi, je veux savoir vraiment la première partie. Parce que dans le reportage, c'est le même truc. Si c'est le même truc de reportage, je mets la télé et puis j'invite un candidat. Moi, je veux savoir l'homme en lui-même. Quand il voit ça, il s'est quand même engagé. Il y a la famille aussi derrière quand même, qui se disent, mince, on a fait grandir notre enfant. C'est un Français, c'est notre fils, il y a ça. Comment dans la famille on fait pour survivre à ça? Au-delà même de l'engagement des autres. Parce que quand on est tout seul derrière la porte, c'est pas pareil. C'est pas pour faire pleurer, mais parce que pour moi c'était très important d'avoir vraiment une vraie réponse là-dessus. Parce qu'on ne peut pas passer outre ça comme ça, c'est faux. Donc comment est-ce que la personne sort du candidat, comment il fait? Comment il fait pour se relever? Parce qu'après, c'est là où ils vont comprendre que l'engagement, il est important. Justement, j'ai la chance de ne pas être tout seul. J'ai la chance d'être accompagné par ma famille, par mes amis, par mon équipe incroyable de colistiers. Mais au-delà de ça, au-delà du RP bonhomme, on est fort, on chiale pas, effectivement, le cyberharcèlement, c'est extrêmement violent. Le cyberharcèlement, ça tue. Il y a des personnes qui se suicident, qui se jettent sous les rails à cause du cyberharcèlement. Donc il y a une réalité derrière ça. Et justement, mon rôle aussi en tant que personnalité publique, et que personnalité politique plutôt, c'est justement... Et public et politique, c'est normal. C'est pour ça que je vous pousse là-dessus, parce qu'il y en a qui ne se sont pas relevés de ça. Ils étaient à l'école, ils n'ont rien demandé, et ils se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Encore aujourd'hui avec l'IA, c'est n'importe quoi. Comment est-ce qu'on fait justement pour dire, ok, on y va, c'est la guerre. Bah, justement, encore une fois, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui sont victimes de harcèlement, de cyberharcèlement. Et il faut qu'ils sachent que moi et mon équipe à la mairie, on fera en sorte de faire reculer le harcèlement, de faire en sorte d'avoir de nouvelles générations qui fassent preuve de beaucoup plus d'empathie. Mais une fois que ça c'est dit, une fois qu'on se mange tout ce déferlement, une fois qu'on a essuyé la tempête, qu'on continue de l'essuyer, en fait, on remet le costume, on remet le tablier, on retourne sur le terrain, puisque la seule réalité, c'est celle du terrain. Et sur le terrain, vous l'avez vu sur le reportage de France 2, les gens nous donnent énormément d'amour. C'est sur Internet, effectivement, qu'il y a des gens qui viennent d'un petit peu partout, parfois des raids coordonnés, qui ont justement pour objectif de décourager les personnes qui, comme moi, sont issus de l'immigration, s'engagent pour leur ville, ont envie de faire de leur ville des bastions qui protègent les familles, des bastions qui protègent contre la vie chère, des bastions antiracistes. Et ils ne vont pas nous décourager. On va continuer à se battre et on va puiser la force sur le terrain, on va puiser la force avec notre équipe. En tout cas, je vous remercie d'avoir été sincère là-dessus. Je sais que vous avez gardé une petite pudeur, je l'ai lu dans vos yeux. Parce que ça vous a vraiment touché, interloqué, vu le parcours que vous nous avez raconté là. Alors, on va rester dans cette transition-là, justement. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le climat, il est, soi-disant, entre deux extrêmes, que je ne comprends pas. On a une affaire là en ce moment où quelqu'un est mort et on se retrouve avec des raids sur Internet, sur des trucs comme ça. C'est pour ça que moi, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a un peu choqué. J'ai dit non, aujourd'hui, j'ai mes experts, mais aujourd'hui, moi, je vais faire l'expert. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle vraiment parce que c'est des choses très particulières. Comment, parce que vous êtes quand même LFI, c'est ça. Et c'est vous qu'on oppose à l'extrême droite. Est-ce que vous saurez nous dire pourquoi? Alors, si votre avis, ou peut-être que vous avez quelque chose, mais pourquoi est-ce qu'on oppose ces deux partis? Parce que quand moi je vous entends parler, je ne vois
pas à quel moment vous allez faire des raids pour aller tuer des gens. Je ne vois pas à quel moment vous dites que lui, on le déteste, machin. J'entends plus comment on va faire pour que l'autre mange bien, comment est-ce qu'on va faire pour que la famille aille mieux. C'est le discours que vous avez dit et votre parcours prouve que depuis le départ, vous faites ça. Donc comment est-ce que vous pouvez être face à des gens qui portent de la haine en eux? D'autres personnes font semblant, disent non, c'est juste les... Non. Il n'y a aucun politique à Lyon, là. Bien sûr. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Donc, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on vous oppose? C'est quoi? C'est Mélenchon? Et puis, ils ont des uns sur les autres? Ou parce que votre parti, quand j'entends ce que vous avez commencé, je ne sais pas, on va voir le déroulé plus tard. Je ne vois pas comment vous êtes un miroir ou la même pièce qu'on peut le lancer et qu'une fois on tombe à gauche, une fois on tombe à droite. Alors déjà, je vous remercie de l'honnêteté intellectuelle dont vous faites preuve et dont peu de journalistes sur les grandes chaînes peuvent se prévaloir. Et pour ça, j'aimerais qu'on l'applaudisse. Et maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la France insoumise, est-ce que la gauche est haineuse? On n'est pas haineux. On porte l'amour, on porte des idéaux de protection, des idéaux contre les discriminations. Et finalement, ce qui dérange l'extrême droite et ce qui dérange aussi l'extrême argent, c'est le fait que la France insoumise soit le seul ou l'un des seuls partis qui a toujours tenu la ligne, sur le plan social, qui a toujours défendu la redistribution des richesses, qui a toujours défendu la justice sociale, qui a toujours défendu le droit international. Donc, à un moment donné, on se rend compte que cette parole-là, radicale, cette parole-là, qui est constante et qui sera reconnue dans des décennies comme étant une parole de résistance face à la fascisation de la société, ça dérange. Ça dérange, et ça dérange qui? Ça dérange tous ceux qui ont intérêt à garder leurs milliards, à ne pas les partager. Ça dérange toutes celles et ceux qui n'ont pas envie d'avoir un pays un petit peu plus coloré. Ça dérange celles et ceux qui bénéficient aussi du dérèglement climatique à travers les activités polluantes qu'ils font. Donc, nous, avec la France insoumise, on continuera à tenir le bâton de pèlerin, on continuera à défendre notre vérité. Et si ça c'est extrême, on continuera d'être extrême. Voilà, merci. Quand même. Les médias, vous avez vu les sabres sont sortis, on vous a dit que c'était une campagne, ça chauffe. Vous avez dit là, tout de suite, ce sera dans le futur une parole qui sera la parole de la résistance. Comment on y arrive à ça pour dire que justement que vous n'êtes pas le miroir du Front National, ou je ne sais pas comment on dit ça, c'est quoi aussi, c'est le Front National ou Rassemblement National, excusez-moi, parce que ça a changé de nom. Vous venez quand vous voulez, on parle, hein, il n'y a pas de problème, moi j'ouvre la porte à tout le monde. Donc à quel moment, cette parole, comment est-ce qu'on fait pour que cette parole, justement, elle devienne cette fameuse acte de résistance, comme vous dites, et qu'on arrête de vous opposer comme la même pièce, en fait, c'est juste ça. Opposé, oui, parce que vous avez des valeurs totalement différentes, mais là, on vous prend carrément pour la même pièce. Donc, comment cette parole va arriver? Dans quelques années, on ouvrira des livres, et moi, je regarderai de là où je dirais « oui, ils ont raison, c'était des résistants. Maintenant, je sais. » Alors, moi, je n'ai pas envie que ça arrive trop tard, que ça arrive avec des millions de morts, avec des millions de personnes qui sont poussées dans la précarité. Là, le train, il est en marche, et... il est en marche. Mais comment on y arrive? Comment aujourd'hui, ce train-là, pour moi, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard pour arriver à le contrecarrer. Il y a des mécanismes qui sont très simples. Déjà, le vote, la participation. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais systématiquement, la France insoumise est sous-évaluée dans les sondages. Systématiquement, le peuple, finalement, fait mentir les sondages. Et c'est ce qui s'est passé en 2024, lors de la dissolution. Lors de la dissolution, lorsque Macron a voulu faire passer le Rassemblement national, a voulu avoir Jordan Bardella ou Marine Le Pen comme Première ministre, et ça c'est dit, ça a été documenté. C'est ce qui était prévu, ça a été documenté. Okay. Vous savez, c'est qui a sauvé la France de l'abîme, qui a sauvé la France du fascisme?
c'est nos quartiers, c'est les quartiers populaires qui sont mobilisés massivement pour aller voter. Ils sont mobilisés massivement et c'est des solidarités très concrètes. C'est les mamans qui ont fait chauffer le téléphone, c'est les grands frères et les grandes sœurs qui ont attrapé les petits en bas en leur disant hey, « si tu ne vas pas voter, tu vas voir ». Voilà, c'est tout ce bouche à oreille. C'est finalement tous ces réseaux de solidarité concrète qui existent et qui préexistent justement la politique. Ces réseaux d'aide aux devoirs, ces réseaux qui organisent la solidarité dans les quartiers avec des colis alimentaires, ces réseaux aussi de communautés, ces réseaux de diaspora. Finalement, ces réseaux et ces personnes qui font vivre la France, qui font de la politique au sens noble du terme, qui en font au quotidien mais qui n'en réclament jamais les lauriers, c'est toutes ces personnes-là qui ont sauvé la France du fascisme. Et justement, il faut donner de la puissance, il faut donner du poids et il faut permettre à ces personnes-là aussi d'exercer les responsabilités. Et j'ai la fierté de dire que dans mon équipe, vous avez cette France-là qui a sauvé le pays entier du fascisme. Donc, Mais voilà, ce fut les 30 premières minutes où on a appris à plus vous connaître. J'espère que mon petit ninja, vous pourrez vous faire une petite bonne idée de si vous allez voter pour lui ou pas. Mais vous devez aller voter, hein, parce que si vous ne vous occupez pas de chez vous, c'est quelqu'un d'autre qui le fera pour vous. On va passer à la deuxième partie tout à l'heure et vous allez pouvoir dérouler un peu votre programme. On va parler, je pense, sécurité, logement, jeunesse, surtout la jeunesse, ça va être très important. Entrepreneuriat aussi. Pardon ? Entrepreneuriat, écologie. On va essayer de dérouler un peu tout ça. Et comme on est en famille, hein, service restreint. Non, mais c'est pas que les autres ne seraient pas venus ça, mais on serait rentré dans trop de trucs techniques. Et moi, je voulais vraiment avoir ces réponses-là. Parce que moi, personnellement, quand je regarde la télé, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut créer des opposants comme ça. Opposants politiques, on veut bien, mais la même pièce, je ne suis pas sûr. Et là, vous m'avez démontré un peu le contraire. Donc, mes petits ninjas, on fait une toute petite pause et on se retrouve juste après avec notre invité. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Skip Radio TV, numéro 1 sur l'indépendant. Vous voulez une belle promo réussie? Skip Radio, bien plus qu'une radio. Un promoteur certifié, car vous le valez bien. Numéro 1, Skip Radio. Skip Radio s'occupe de vous de A à Z. Une mise en avant de vos pochettes, flyers, titres, événements, mais aussi toutes vos sorties de projets sur toutes nos plateformes Skip. T'as pas compris ou quoi, Skip Radio? Rajoutez vos titres, albums dans nos playlists. Skip Radio n'a jamais été aussi simple. Skip Radio, première chaîne mondiale sur le net. Nouveau, profitez de nos tarifs exceptionnels à prix réduit seulement et uniquement chez Skip Radio. Wesh, t'as pas compris ou quoi? Skip Radio, Skip Radio TV. Promoteur certifié, car vous le valez bien. Skip Radio. De retour sur le plateau de On parle jamais nous, OPJ, on est là avec notre candidat, merci à vous. Ah, ça y est, le cœur est lancé. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va décrypter le programme. On va voir si vraiment votre programme c'est des blagues ou si on peut dire qu'on va aller dans l'urne, dans le noir, on va aller voter. C'est quoi votre programme? Dites-nous tout, on veut savoir. j'ai combien de minutes? Pardon? J'ai combien de minutes? Là, ce qu'on va faire, c'est Uniquement on fait un les truc simple. Vous nous dites les grandes lignes D'accord. et après, on va laisser Sephora choisir des thèmes et on va aller en bagarre. Voilà. Très bien. Voilà. Très Ok. bien. Alors, quelles sont les grandes lignes? Alors, nous, la vision qu'on porte pour Créteil, c'est que Créteil doit rester belle et les Cristoliens doivent pouvoir y rester. Pouvoir y rester, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les loyers ne nous chassent pas, que l'air reste respirable. Ça veut dire aussi qu'on puisse voir nos parents vieillir et que nos enfants puissent grandir dans de bonnes conditions. Donc, partant de là, nous, ce qu'on veut, c'est faire mieux pour Créteil. Et faire mieux pour Créteil, c'est tout d'abord faire avec les Cristoliennes et les Cristoliens. Et c'est une exigence qu'on s'est appliquée dès notre campagne, avant même notre campagne, depuis plus d'1 an et demi. Ah, d'accord. Ça fait 1 an et demi que vous travaillez sur le 1 an et demi, ouais. Depuis 1 an et demi, on va à la rencontre des Cristoliens et des Cristoliennes, partout où ils et elles sont, dans les halls, dans les parcs, au lac, devant les bâtiments, à Créteil-Soleil, à Créteil-Village. Et on leur pose 3 questions simples. C'est comment ça va? Si vous étiez au 11e étage de la mairie, qu'est-ce que vous feriez différemment? Et qu'est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à faire pour que
ce changement dont vous parlez arrive. Excusez-moi, monsieur, vous m'embêtez, je vais serrer la main. Ça, c'est comme le Thomas Jonas, il est fort. Il est fort. Ça fait 1 an, il fait ça. Mais c'était vraiment bien réfléchi, cette histoire. Voilà. Hein? Non. Mince alors. Ah ben, Donc, c'est pas des lol, tout ça. C'est pas des lol. Donc, on a écouté les Christoliennes et les Christoliens pendant plus d'1 an et demi. Et ça nous a permis, justement, à la fois de faire remonter l'humeur générale, de faire remonter des priorités et surtout d'avoir de très belles conversations à l'issue desquelles, systématiquement, les gens ressortaient avec ce sentiment que finalement, il n'y a pas de fatalité, on peut agir, on peut aller vers un monde meilleur et que ça commence par soi. Donc, faire mieux pour Créteil, comme je l'ai dit, c'est faire avec les Christoliens et les Christoliennes. Et ces dernières semaines, ces derniers mois, on a fait des ateliers programmatiques citoyens au nombre de 4. Un premier sur la jeunesse, à la Chicha du Port avec les jeunes du quartier. On en a fait un autre sur comment faire de Créteil une ville qui garantit Vous savez l'essentiel. comment parler aux jeunes, vous? Toc, 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 la chicha, les gars, on y va. C'est parti. Non, pas mal. Faut pas que mon père il entende ça. Donc, un deuxième sur comment faire de Créteil une ville qui garantit l'essentiel, où on a parlé de logement, d'écologie, où on a parlé de pouvoir d'achat et de santé. Un troisième, où on a parlé de comment faire de Créteil une ville qui donne des perspectives, en particulier à sa jeunesse. On a parlé d'école, de périscolaire, on a parlé de jeunesse, on a parlé d'emploi et de culture. Et enfin, un dernier atelier, là, on a parlé de cette valeur finalement qui est très chère aux Christoliens et aux Christoliennes, celle du vivre ensemble. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment faire du vivre ensemble non plus seulement un slogan, mais une réalité concrète qui s'incarne dans la vie des habitants. Donc, sur notre programme, sur nos priorités, on a envie de faire mieux pour Créteil. Et faire mieux pour Créteil, c'est d'abord faire mieux pour le pouvoir d'achat, faire de Créteil une ville qui protège face à la violence sociale de la France de Macron. Et ça passe par notamment le fait d'aller vers la gratuité de la cantine scolaire, en commençant par les foyers les plus modestes, mettre en place aussi un plan d'aide aux familles monoparentales, aux parents solos, mais aussi aux familles nombreuses, et on sait qu'il y en a beaucoup à Créteil. Faire mieux pour le logement aussi. Faire mieux pour le logement, c'est déjà plus de justice et de transparence dans les attributions de logement. C'est aussi mener une politique massive de rénovation thermique des bâtiments, puisqu'il y a plus de 65% de bâtiments qui sont classés, de bâtiments du bailleur social de Créteil qui sont classés D. Ça veut dire que... Ça veut dire quoi, D? D, ça veut dire que voilà, d'accord, ok. la performance énergétique... Faut m'aider, c'est pour ça que j'ai des spécialistes ici. Ça veut dire qu'on a froid en hiver, qu'on a chaud en chaud été, l'été. et ça coûte énormément cher. d'argent, ça coûte du confort, et ça coûte aussi ce sentiment. Lorsqu'on invite des gens, en fait, tu as envie que ton chez-toi te rende fier, et justement, nous, on a envie de rendre cette dignité-là et ce confort de vie aux habitants et aux habitantes. On a envie aussi de faire mieux pour la jeunesse. On a une ville là où il y a 40% d'habitants qui ont moins de 30 ans. Aujourd'hui, au conseil municipal, je pense qu'il y a 0% de moins de 30 ans. Et c'est un gros problème. Ça tacle, ça sort les sabres. C'est un gros problème. On ne peut pas diriger une ville avec 40% de jeunes, avec une équipe qui finalement n'est pas en prise avec ces réalités-là, qui ne les vit pas au quotidien. Et c'est pour ça aussi que je suis très fier d'avoir dans mon équipe beaucoup de jeunes, mais des jeunes qui ont la niaque, des jeunes qui ont la patate, qui ressemblent à Créteil et qui surtout sont très compétents et ont à cœur l'intérêt général. Donc faire mieux pour la jeunesse, c'est donner des perspectives aux jeunes. C'est faire en sorte que Créteil soit une inspiration. Faire en sorte de dire aux Christoliens et aux Christoliennes qui ont réussi, qui mènent de beaux parcours. Je pense notamment à Nour, qui narre la ville comme Nour, capitaine, D'accord, ok. qui narre la ville comme personne. Timar et ZZ, qui rappe la ville comme personne. Mohamed, qui est aujourd'hui ingénieur aéronautique. Petit débit d'âme. Donc voilà. Et en fait, on a envie de leur dire à eux, mais aussi à toutes les Christoliens et les Christoliennes qui ont des parcours un petit peu moins clinquants, mais qui ont réussi leur vie, puisqu'ils arrivent finalement à créer du bonheur autour d'eux, que la ville vous voit. Et que justement, on va faire en sorte que vous soyez une inspiration et un modèle pour tout le monde. J'ai une petite question. On a parlé jeunesse,
On a parlé retransmission, maison, D. C'est des maisons où il y a des trous dedans. L'hiver il fait chaud, l'été, enfin le contraire. L'été il fait chaud, l'hiver il fait froid. Alors, les anciens là-dedans, parce que l'équipe est très jeune, donc ça a coupé un peu au sabre les vieux là-bas. Comment ça se passe pour les anciens? Parce que vous êtes en plus très attachés aux familles. Vous avez un plan par rapport à ça? Alors, nous, on ne veut pas que Créteil soit une ville qui laisse ses seniors de côté. On ne veut pas que ce soit une ville, finalement, qui va trop vite pour les personnes âgées et qui les laisse de côté. On sait que les seniors, c'est nos bibliothèques vivantes. Et justement, nous, on a envie de recréer du lien entre les générations. Et ça passe par des choses concrètes. On a des personnes qui sont dans la ville, depuis avant même notre maire Laurent Catala, qui ont vu la ville évoluer et qui, justement, ont une mémoire à porter. Et nous, on a envie d'archiver ces mémoires. On a envie d'en faire un terreau vivant sur lequel s'ancre la fierté, finalement, d'être cristolien, d'être cristolienne. Et on a aussi envie, justement, de faire des choses très simples. C'est de connecter. La mairie, elle s'occupe du grand âge à travers des résidences seniors. Mais la commune, elle s'occupe aussi du périscolaire et du scolaire. Et nous, justement, on a envie de connecter, finalement, ces deux publics et faire en sorte que finalement la rencontre s'opère et que, par exemple, un gamin qui n'a pas eu la chance de connaître son grand-père ou sa grand-mère puisse avoir finalement un grand-père ou une grand-mère, entre guillemets, adoptive. On a envie aussi de développer ce lien-là, ce vivre ensemble à travers l'habitat. On a envie de promouvoir des formes novatrices et des formes innovantes justement d'habitat et de cohabitation. On sait qu'à Créteil, il y a énormément de logements suroccupés, énormément de familles qui vivent entassées, des familles là où justement le salon devient une chambre parce qu'on accueille, parce qu'on a l'hospitalité, on a la teranga comme on dit au Sénégal. La frère, voilà, c'est ça. Et parfois, juste parce que la famille a grandi et que finalement on n'a pas eu la possibilité d'avoir un logement qui s'adapte à cette nouvelle réalité, dans l'autre sens, il y a aussi beaucoup de personnes qui justement voient leurs enfants voler de leurs propres ailes, construire leur foyer, etc. et qui finalement se retrouvent dans l'isolement avec parfois un appartement qui est trop grand à entretenir et pour qui finalement le fait de déménager dans un autre quartier là où ils n'ont pas leurs attaches, c'est inenvisageable puisque toute la vie qu'ils ont construite, elle se fait au sein de ce quartier. Nous, on a envie de leur permettre de rester chez elles. Et on a envie de leur permettre de se connecter, notamment avec des étudiants ou des personnes qui cherchent un logement, et de développer de la colocation solidaire. Donc c'est une mesure qu'on a envie de promouvoir, de défendre. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais par rapport aux personnes qui sont plus âgées, tout ce qui est retraité ou autre, est-ce que vous avez eu des témoignages de ces personnes-là? Est-ce que vous en avez rencontré? Parce que vous avez dit que vous avez commencé il y a 1 an et demi. 1 an et demi. Donc, est-ce que vous avez eu des témoignages justement parce qu'il y a la partie jeunesse future et la partie ancienne? Est-ce qu'eux-mêmes ont vécu ou ressenti un changement au niveau de la ville qui va aussi peut-être vous permettre d'avancer sur votre programme? Alors oui, effectivement, déjà à travers nos auditions citoyennes, on a pu échanger avec des personnes âgées qui justement, à l'instar des jeunes, étaient très contentes justement d'avoir ce lien humain, étaient très contentes d'avoir des interactions. Et au-delà juste de la question des personnes âgées, on vit dans une société qui a tendance à nous isoler les uns des autres, une société qui a tendance à atomiser, à casser tout ce qui fait lien, à finalement nous bouter devant nos écrans 16/9e et devant nos écrans 9/16e, devant TikTok à scroller et avoir la simulation finalement d'une interaction humaine. Sauf que dans la société dans laquelle on vit, on a besoin de liens parce que le lien, ça répare, le lien, ça élève, le lien, ça crée de la conscience et la conscience, ça crée de la puissance politique. Donc nous, on a envie de développer le lien partout où on peut le faire, à travers des fêtes de quartier, à travers des espaces de vie, à travers ce que je disais tout à l'heure sur l'habitat collaboratif. Faire en sorte que le vivre ensemble, ça soit plus seulement un slogan, mais que ça soit une réelle politique publique, que finalement la mairie soit un service public du lien. Donc pour continuer sur les personnes âgées, lorsqu'on fait du porte-à-porte, parfois on est frappé, on est retourné limite jusqu'aux larmes,
de voir finalement voilà, de voir de l'isolement, de voir de l'isolement et de voir que finalement c'est des personnes qui sont humaines. Enfin voilà, enfin exactement, et surtout des personnes qui ont besoin d'avoir du lien et qui ont besoin de voir du monde. Donc c'est vraiment une de nos priorités. Enfin, le vivre ensemble, nous, on s'est saisi de cette valeur-là. Et justement, on a envie de lui redonner du souffle pour que ça soit plus juste le titre du journal de la ville. Pas mal, c'est pas mal. Pas mal. Bon, maintenant on a parlé de ça, le lien, tout ça, machin, mais quand on fait des liens, il y a de la friction, ça bouge comme dans le verre, il y a des bagarres, il y a la sécurité. On nous a dit que les gens à gauche n'aiment pas la sécurité. C'est faux. On nous a dit que les gens à gauche, ils seraient plus enclins à dire aller du côté d'Ayeshua. J'invente un nouveau mot, c'est pas mal ça. donc vous, comment est-ce que vous allez faire pour que cette ville soit quand même beaucoup, enfin, qu'elle garde son cadre de vie, parce qu'il y a aussi des problèmes d'insécurité, bien sûr, comme dans beaucoup de villes, mais beaucoup moins que dans d'autres endroits, ça c'est sûr. Comment on va faire pour garder ce socle-là et surtout faire baisser certaines incivilités, certaines grosses affaires aussi, puisqu'on a quand même des témoignages, de trafic de drogue, on a eu une fusillade dans un quartier, donc il y a eu des mamans qui nous ont... Parce que nous, on a fait notre travail aussi, on est parti sur le terrain, on allait voir, donc on a eu quelques témoignages de personnes qui disaient que voilà, depuis le 2e étage, elles entendaient des coups de feu, qu'après la police est arrivée, donc le trafic de drogue pose des problèmes, voilà. Les jeunes filles. Faut dire, je te laisse faire, vas-y. Non, tu dis. Donc non, c'est vraiment un point qui commence à se ressentir, c'est cette sécurité. Et au niveau du trafic de drogue, il y a un grand problème, c'est les fameux ballons. Le fameux protoxyde d'azote qui est vraiment un fléau totalement... je ne sais même pas comment on peut expliquer ça. C'est une blague. Au début, ça a commencé avec une blague. Tout le monde l'a pris pour une blague. Je peux le dire moi aussi au départ, mais non, ce n'est pas une blague. C'est vraiment pas une blague. C'est plus addictif que toutes les autres drogues. Donc là, vous, concrètement, comment on peut faire pour protéger nos mamans, garder cet état d'esprit entre nous? Et est-ce qu'on doit aller voter Daesh? Non, je plaisante. C'est un tacle gratuit ici, là. On ne va pas voter Daesh, mais on va voter pour qu'il y ait plus d'AESH. Voilà. AESH? Oh, ouais. Il a dû faire du rap quand il était jeune aussi, hein. Il rebondit. Donc, quel est alors c'est ce côté au niveau de la sécurité? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Sur la sécurité, c'est vrai qu'à gauche, il y a cette réputation finalement de ne pas s'en soucier, mais ce n'est pas vrai. La gauche, et en particulier la France Insoumise, est le parti qui a développé le plus de solutions à travers le programme politique qui est le plus développé, qui est l'avenir en commun. Et pour nous, la sécurité, c'est une question très très importante, puisque vivre tranquille dans son cadre de vie, avoir des rapports humains apaisés avec son voisinage, c'est essentiel pour le bien-être. En fait, ce qui nous différencie de la droite, qui fait du tout sécuritaire entre guillemets, c'est que pour eux, sécurité, ça veut dire de l'armement, ça veut dire de la surveillance, ça veut dire finalement restreindre les libertés au prétexte justement de faire en sorte que les gens soient dans la sûreté. Mais pour nous, la première sûreté, la première sécurité, c'est d'avoir un toit sur la tête. C'est d'avoir un toit sur la tête, c'est d'avoir des liens humains et c'est surtout d'avoir de la présence publique. D'avoir de la présence publique. Nous, on a envie de mettre en place une brigade de la vie quotidienne. On a envie de mettre en place des équipes de médiateurs qui vont au contact des jeunes, qui vont au contact des habitants, puisque finalement, c'est là où il y a de la présence et de la prévention, finalement, qu'on se sent le plus sûr. On a aussi envie de travailler avec les habitants, et en particulier avec les habitantes, pour identifier finalement les points noirs, les points là où on ne se sent pas en sécurité. Donc on va faire des marches exploratoires dans la ville pour pointer, justement, ici je ne me sens pas en sécurité, et essayer d'établir des diagnostics sur pourquoi. Il y a aussi quelque chose qui est fondamental. Pardonnez-moi vraiment, au-delà du diagnostic, parce que là on va être sérieux, on va être concret, aujourd'hui, quand même, les armes à feu circulent. Alors, déjà avant ça circulait bien, mais là aujourd'hui, on arrive même les bagarres, c'est plus des bagarres comme avant, tête à tête, one-one, ça n'existe plus, un petit coup dans le sac, c'est fini. Non,
Aujourd'hui, ça va jusqu'au meurtre. On a des marches blanches assez souvent quand même dans le quartier. On est les premières victimes de ça. Quels sont les plans concrets qu'on peut mettre en place aujourd'hui? Et ça, je le demande à tous les candidats pour justement que nos mamans se sentent plus sûres, que nos sœurs elles puissent sortir tranquillement, que nos cousines puissent se parler vanner, même nous-mêmes, on puisse être tranquille, qu'on ne soit pas obligé toujours d'avoir l'armure de super-héros dehors. Et quand on t'appelle, tu arrives et il faut aller traîner quelqu'un un sac par terre. Je ne sais pas un sac de quoi, mais en tout cas, il faut traîner un sac par terre. Donc comment concrètement, aujourd'hui, on le matérialise, ça? Alors une ville a certaines prérogatives, a certains pouvoirs, et c'est sûrement pas celui d'aller faire la police, celui de s'armer et celui de faire le cow-boy. Une ville, les prérogatives qu'elle a, c'est la prévention. C'est finalement la sécurité du quotidien. C'est la proximité du service public. Le fait de lever la tête et de se dire je me sens en sécurité puisque je sais qu'il y a des agents de la commune. Aujourd'hui, on a un système avec des îlotiers qui fonctionne, mais un système auquel il faut donner plus de moyens. Il faut notamment leur donner un guichet fixe dans lequel les habitants pourront justement faire part de leurs griefs. Il faut aussi les doter de plus d'agents. Mais au-delà de ça, on ne peut pas répondre à des problèmes de sécurité qui se posent à un niveau supérieur. Vous avez parlé de trafic de drogue. Souvent, c'est des réseaux internationaux qui sont organisés, qui nécessitent d'avoir les moyens du renseignement, qui nécessitent d'avoir les moyens aussi de la coordination entre les services de renseignement de plusieurs pays. Nous, à notre échelle, ce qu'on peut faire, c'est assécher le vivier, c'est-à-dire en faisant en sorte que les gamins puissent avoir d'autres perspectives que juste se dire les personnes qui ont percé que je vois, soit c'est des gens qui ont fait du rap, des gens qui ont fait du foot, ou bien des gens qui ont revendu la zipette. Justement, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient d'autres perspectives, on veut qu'ils aient d'autres lieux de socialisation, justement, dans lesquels ils ne vont pas se retrouver, finalement, à emprunter ce chemin qui est malheureux, qui est malencontreux et qui pousse parfois à la mort. Nous, on a envie de donner des perspectives concrètes à notre jeunesse et on a une approche préventive de la sécurité. Et lorsque je dis ça, j'ai envie aussi de parler du programme de mes adversaires, de mes concurrents. C'est vrai que messieurs Ebrecht et Sylvain Thésard parlent beaucoup finalement de police municipale, mais à Créteil, on n'a pas besoin de police municipale. On a besoin d'une meilleure coordination avec les bailleurs, on a besoin d'une meilleure coordination avec la police nationale. On a besoin aussi de plus de moyens humains qui sont donnés dans la prévention, avec des médiateurs, avec des lieux ouverts pour les jeunes, avec des lieux de vie dans lesquels finalement les jeunes s'élèvent et ne sont pas entraînés dans la spirale du crime. On a besoin de plus de liens entre les quartiers pour contrecarrer les mécanismes qui mènent au RICS. Et justement, c'est par le lien, c'est par la prévention, c'est par la présence publique qu'on arrivera à faire de Créteil une ville beaucoup plus apaisée et beaucoup plus tranquille. Je vais encore mettre le pied dans le plat, monsieur. On lâche pas. Vous m'avez bien lancé. C'est carême, c'est Ramadan, il ne faut pas cacher le plat. Hein. Coordination avec la police nationale. Comment on restaure la confiance des citoyens avec la police quand on est maire? Parce que ça, c'est un grand fait, parce qu'on en a besoin de cette police. Contrairement à ce que les gens disent, on a besoin de la police pour des grandes missions, voire des petites missions. D'après ce que j'ai compris, des petites missions, des hulotiers, on augmente tout ça. On essaie de faire ça, c'est ça, il y aura le renseignement aussi, puisqu'on va chercher les quartiers. Donc si j'ai compris, si je me trompe, il faut me dire, si j'analyse bien le truc. Et maintenant, il y a ce pont avec cette fameuse police, qui elle va avoir des missions plus secouantes, plus directes, des frappes directes, puisqu'il en faut aussi, ça c'est important. Mais comment on restaure maintenant le fait que on continue à se sentir bien, qu'on ne soit pas obligé dans notre ville de se balader avec nos pièces d'identité. Parce qu'on ne peut pas arriver comme dans les autres villes quand on sort de Créteil. On est obligé d'avoir une pièce d'identité. À Créteil, pour l'instant. Pour l'instant. Vous avez quel âge, cher animateur? Moi, je suis un ancien de 16 ans, c'est 76, j'ai 50 ans, quasiment. Vous ne les faites pas du tout. Vous avez vu ça? Je n'ai pas encore sautillé. Mais on a vraiment, moins de moyens, parce que la ville a grandi, bien sûr, donc il y a un peu moins de police, mais
en règle générale, quand on tombe sur la police de Créteil, ça se passe relativement bien. En règle générale. Quand c'est la police de Créteil. Quand c'est la police d'ailleurs qui remplit le commissariat là-bas, ça devient un peu plus compliqué. Donc c'est des mecs qui viennent de 75, qui viennent d'ailleurs, et ils ont d'autres pratiques que ceux de Créteil n'ont pas forcément. Absolument. Et justement. Et donc comment est-ce qu'on restaure ce lien-là? Et aussi, vous allez répondre à une autre question. C'est bien beau de dire on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Où on sort le plata, l'oseille, l'argent, comme vous aimez bien la ham. La ham, on le sort d'où? Comment? Parce qu'aujourd'hui, l'État dit on est en faillite. On ne sait pas où ils mettent notre argent, vu les impôts qu'on paye. Mais bon, hein, on ne va rien dire là-dessus. Comment est-ce qu'on finance ça dans votre programme, de dire qu'on va augmenter les universités? Parce qu'on nous a dit que c'était 10 millions d'euros déjà, à peu près, un truc comme ça. Donc, il y a eu un rapport du maire. Bon, on apprend comme vous, hein. Nous, on vient, on s'informe. Et donc, comment on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on se passe? Comment ça se passe? Je vais vous répondre. Alors, Ça, il prend des notes. Ça va chauffer, je le sens. Alors, sur le lien avec la police, effectivement, c'est primordial de cultiver des relations apaisées entre la police et la population. Et justement, il y a des éléments qui font que cette relation est ternie, que les incompréhensions s'installent de part et d'autre. Lorsqu'on est parti voir les jeunes de la Plumerette, qu'on est parti voir les jeunes du port, les jeunes de la Habette et ceux de l'Abbaye, ils nous ont tous dit la même chose. Ils se font contrôler très souvent pour des motifs inexistants. Et justement, si on a envie de restaurer la confiance dans la police, en particulier chez les jeunes, que les jeunes n'aient pas ce sentiment constamment qu'on questionne la légitimité de leur présence et de leur existence dans l'espace public, bah justement, il faut en finir avec le contrôle systématique au faciès. Et ça, c'est un des combats qu'on porte au niveau national, qui est porté aussi par de nombreux collectifs au niveau national. Et si je suis élu maire, on va essayer de mettre en place, en coordination avec la préfecture et en coordination avec la police, le récépissé de contrôle d'identité. Le fameux récépissé, mais qui est déjà dans la loi, celui-là, non? C'est pas. Il n'est pas dans la loi. Non, justement, il a failli passer, mais justement, à cause d'un vote du Parti Socialiste, ce n'est pas passé. Pardon? Voilà. Je le dis. C'est Monsieur Valls, alors que François Hollande. Là. Non, mais François Hollande. Non, pas lui. Il faut le rappeler, François Hollande qui avait l'ensemble des leviers que la Ve République permet, la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité au Sénat, les régions, les départements. Malgré ça, il n'a pas mené une politique de gauche, il a mené une politique de trahison sociale qui continue aujourd'hui au niveau national par le Parti socialiste qui dirige la ville actuellement. Et justement, pour en revenir au sujet... Attendez, je suis obligé de la faire celle-là, il faut quand même que je la fasse. Pour en revenir au sujet principal. Le fameux tout mou, comme il disait à la télé, là. Comment? Nous, on a la France à Macron, et le fameux tout mou, là, il a fait tout ça. Qui ça? François Hollande. On dit le président normal qui a rien fait, le tout le monde disait ça. On a la France à Macron aujourd'hui. La France à Macron, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a. Hollande, Macron, c'est son enfant. Macron, c'est son enfant. Et pour en revenir au sujet. Ça tacle le sec. Pour en revenir au sujet de votre question, effectivement, il faut avoir des liens un petit peu plus apaisés avec la police. Justement, la solution que proposent mes concurrents de droite, en particulier, de mettre en place la police municipale, c'est une fausse solution. C'est une fausse solution, puisqu'on le voit dans beaucoup d'autres villes, notamment à Saint-Denis. La police municipale armée, elle provoque un sentiment d'insécurité prégnant chez les populations historiques de cette ville. Je suis obligé de vous faire la réponse qu'on nous a fait. On nous a dit, ce ne sera pas les cow-boys. On nous a dit... Et comment s'en assurer? Ils vont avoir de quoi les emmener dans une école qui va les permettre de pouvoir faire ça. Non, mais si ces moyens n'existent pas pour la police nationale, comment on peut les avoir pour la police municipale? C'est là-bas la perte, parce que le maire, il a parlé de chiffres, je crois, c'est ça. C'est là où on a appris les 10 millions. Et en gros, il va essayer de développer tout ça, et pas sur... Dès qu'il arrive, police municipale, mais sur les 7 ans, c'est ça? Ou 5 à 7 ans à peu près. Donc ce serait ça. Donc ça veut dire qu'en 2030,
je suis très mauvais en mathématiques, c'est pour ça que j'ai des experts. Voilà, 2030 à peu près, voilà. On serait censé avoir une police municipale armée. Ouais. Voilà, et beaucoup plus de gens aussi. Voilà. Beaucoup plus de policiers. Voilà, beaucoup plus de sécurité. Bah, justement, c'est là où. Justement, dans une ville qui a érigé le vivre ensemble, une ville qui a érigé le vivre ensemble comme un de ses mantras, comme un de ses slogans. Pourquoi requérir finalement une approche aussi spectaculaire de la sécurité? Est-ce que le fait de voir du personnel armé dans l'espace public, ça va finalement créer un sentiment d'apaisement? Non. Le système d'îlotage aujourd'hui, voilà, il a ses qualités. C'est des personnes qu'on connaît dans la ville, c'est des visages qui nous sont familiers. Justement, il faut développer cette approche préventive. Donner plus de moyens aux îlotiers, leur donner un bureau fixe, puisqu'aujourd'hui, ils partagent leur bureau avec la direction de la jeunesse, leur donner un bureau, leur donner un lieu fixe dans lequel ils peuvent prendre les griefs des habitants, avoir une brigade de la vie quotidienne qui dénoue les situations du quotidien qui nous font mal à la tête. Par exemple, le dépôt sauvage d'ordures, par exemple, l'ascenseur qui est en panne, par exemple, les conflits de voisinage, par exemple, le feu qui ne marche pas. Justement, on veut de la présence publique, et cette présence publique, elle ne peut pas être armée. Elle ne peut pas être armée puisque c'est quoi le message qu'on envoie à nos concitoyens lorsqu'ils disent « Ah mais on va les former, vous inquiétez pas. » Ça tacle, attention. Bah non, mais ça sort les sabres. À un moment donné, on l'a vu partout où la police municipale a été mise en place. Bah, c'est un lien qui est dégradé aussi avec les habitants. Donc voilà. Et ensuite, pour revenir sur la question des moyens. Voilà, c'est ça. Je voulais j'allais vraiment vous tacler, vous dire, attendez, genre bien beau, voilà, monnaie trébuchante, khalice. Comment on fait, monsieur? On va parler d'argent. Dans leur programme, mes concurrents parlent de millions qui seraient investis dans la police municipale, qui seraient investis dans la vidéosurveillance. Et justement, ces millions, s'ils existent, pourquoi on ne les met pas dans la prévention? Pourquoi on ne les met pas dans le recrutement de médiateurs? Pourquoi on ne les met pas dans la montée en compétence? Attendez, je vais vous couper. Pourquoi? Sachant que aussi... Attendez. On va tous boire de l'eau, comme on dit chez nous. On va faire une petite pause. Et à la fin de l'émission, on va manger du riz. Voilà, c'est vraiment... Et il va... Hein, vous avez vu, je vous avais dit, on parle jamais, nous, mais quand on parle vrai, pas de langue de bois. J'accompagne à lancer. On se voit juste après la pub et il va continuer ce petit moment-là, s'il vous plaît. Merci. Skip Radio TV, numéro 1 sur l'indépendant. Vous voulez une belle promo réussie? À Skip Radio, bien plus qu'une radio. Un promoteur certifié, car vous le valez bien. Numéro 1 à Skip Radio. À Skip Radio s'occupe de vous de A à Z. Une mise en avant de vos pochettes, flyers, titres, événements, mais aussi toutes vos sorties de projets sur toutes nos plateformes Skip. T'as pas compris ou quoi? Skip Radio. Rajoutez vos titres, albums dans nos playlists Skip Radio n'a jamais été aussi simple. Skip Radio, première chaîne mondiale sur le net. Nouveau, profitez de nos tarifs exceptionnels à prix réduit seulement et uniquement chez Skip Radio. Wesh, t'as pas compris ou quoi? Skip Radio, Skip Radio TV. Promoteur certifié, car vous le valez bien. Skip Radio. De retour sur le plateau de OPJ. Alors là, je peux vous dire que celui qui avait un doute sur le début de la campagne, il a compris qu'ici, ça blaguait pas. Donc on parlait d'argent. Il disait justement pouvoir déplacer ces fameux 10 millions, les couper un peu, les raboter pour les mettre dans la prévention. D'accord, ça crée un équilibre. Donc on aura un équilibre entre la sécurité et la prévention. Je ne me trompe pas. C'est ça. D'accord, voilà, je pense qu'il a répondu à ma question. Est-ce que vous voulez rajouter un petit J'ai envie de rajouter quelque chose. Allez-y. J'ai envie de rajouter quelque chose. Après, Sephora va vous envoyer quelques petites questions. Très bien. Déjà, sur la gestion des ressources humaines de la ville, nos analyses, à la hauteur des informations qu'on a, nous montrent qu'il y a 7 millions qui sont économisables, 7 millions qu'on peut récupérer et qui sont liés aux irrégularités dans la gestion du personnel. Donc, cet argent-là, c'est un argent qu'on peut réinvestir. 7 millions, comme ça. 7,5 millions. Tout de suite, À partir du moment où on se remet en conformité avec la loi, avec la gestion du personnel, on récupère 7 millions.
Voilà. Donc, au-delà de ça, j'ai envie de dire quelque chose à mes concurrents. À mes concurrents des Républicains, à mes concurrents de Renaissance, mais aussi à mes concurrents du Parti socialiste. Il y a quelques semaines, il y a un budget qui a été voté à l'Assemblée nationale. Ce budget, c'est un budget de recul social. C'est moins d'argent pour la santé. C'est moins d'argent pour les personnes qui ont des affections de longue durée. C'est moins d'argent pour les ménages modestes. Et c'est aussi moins d'argent et moins de dotations pour les collectivités territoriales. Comment on peut prétendre rajouter des moyens, comment on peut prétendre défendre les habitants, protéger contre la vie chère, alors qu'à l'Assemblée nationale, on vote pour une réduction de ces moyens? Comment? Dites-moi. Donc aujourd'hui, c'est la France insoumise et c'est aussi cette équipe qui est faite d'enfants de Créteil et de Cristoliens et de Cristoliennes d'adoption qui est la meilleure garantie pour que cette ville reste à gauche et pour que cette ville continue à protéger et continue à rester fidèle à ses valeurs de vivre ensemble, de solidarité, d'internationalisme, d'antiracisme. Et puis, votez pour nous le 15 et le 22 mars. Alors là, je vous avais dit, on ne vous a pas menti dans le petit reportage. Hein. Il a la verbe, il envoie et ça découpe. Sephora, s'il te plaît. Qu'est-ce que le peu de temps qui nous est imparti, on attaque sur quoi maintenant? Sur tout ce qui est la jeunesse et surtout l'emploi. Très bien. L'emploi de la jeunesse, c'est Ouais, ça un des ça, points c'est- qu'on nous a beaucoup, nous a beaucoup sollicité pour ça. C'est-à-dire qu'on a été voir certains jeunes, micro-trottoirs, qui nous ont dit qu'il y avait sur le point de la jeunesse, de l'emploi, ils avaient des difficultés. Après, le logement étudiant, tout ça, c'est récurrent, ça revenait. Et surtout aussi le fait que ça reste encore un peu trop une ville, pas de dortoir, mais presque. Voilà. Pour pas être méchant, mais bon, c'est quand même une ville dortoir. Hein. Pour eux, ils auraient voulu plus de culture. Donc maintenant, au niveau de la jeunesse, l'emploi, je te laisse poser ta question. Par rapport à la jeunesse, donc il y a, je dirais selon les tranches d'âge, tout ce qui est niveau éducation, puisque vous avez parlé de l'école gratuite, ce serait l'école gratuite au niveau de primaire, collège, savoir déjà quelle solution vous avez préparée dans votre programme. Et au niveau aussi de la jeunesse, on avait discuté des activités de la ville en elle-même, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui sont en précarité et des parents, souvent on a des mères seules. Des mères seules, maintenant il y a quelques papas, mais Oui, il y a quelques papas aussi, il faut pas nous oublier. c'est les femmes seules qui ont des difficultés et comme vous l'avez dit au niveau de la sécurité, mais des jeunes garçons, ils n'ont pas la possibilité de partir en vacances ou de trouver, par la suite on va basculer sur l'emploi, mais qui dit pas d'emploi, dit rester dehors et ensuite le chemin classique qui ne devrait pas être classique aujourd'hui. Donc c'était pour savoir, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, on les appelle souvent à jeûner, à voter, pardon. T'as raison, c'est la misère qui nous fait jeûner. Ouais, j'ai faim. Excusez-moi, j'ai C'est la misère faim. qui nous fait jeûner. Ouais, on les amène souvent à voter, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi. Souvent, ils ont l'impression d'être un peu utilisés, à dire oui, on vous fait des promesses, oui, si vous votez pour moi, etc., etc. Mais après, au moment venu, et surtout avec des personnes qui restent des années et qu'il n'y a pas réellement de changement, pourquoi faire confiance encore à une personne qu'on ne connaît pas? Pourquoi faire confiance seulement pour des paroles? Oui, on va vous donner ça, vous allez partir en vacances, on va vous aider pour la bourse. En fin de compte, ils n'ont rien. Et ils se sentent trahis. Donc on a eu beaucoup de retours sur ça, de devoir chaque élection ou à chaque fois entendre des promesses pour rien et après toujours recommencer parce que souvent les discours sont un peu pareils. Hein. Donc souvent c'est ça qu'ils nous disent, oui, parle de nous, mais voilà. Donc c'était vraiment ça parce que vous êtes entre guillemets aussi une cible de votre programme. Donc je pense sur ça qu'ils attendent vraiment réellement tout ce qui est emploi, stage, alternance, tout ce qui les concerne. Parce que c'est vraiment important. Aujourd'hui, on se retrouve avec énormément de jeunes sans stage, sans alternance. C'est un grand problème. Qu'est-ce qu'au niveau des entreprises qui sont sur la ville de Créteil, combien y a-t-il d'entreprises si vous avez à peu près une idée? Est-ce que ces entrepreneurs-là ou ces entreprises peuvent déjà accueillir ou pourront accueillir les jeunes aujourd'hui pour éviter
des dérapages. Un jeune qui n'a pas d'alternance ou de stage aujourd'hui, il va faire quoi il va rester dehors. C'est ça. Il va rester dehors, il va traîner, il va se dire, je sais que je n'aurai pas mon diplôme. Donc ça, c'est vraiment des questions qui reviennent assez souvent. Et que, 18 ans, on peut voter, on peut choisir, mais comme vous avez été délégué, donc vous avez pu déjà convaincre la jeunesse très, très, très tôt. Donc, est-ce que ce programme-là peut vraiment convaincre la jeunesse et leur garantir peut-être un emploi? Alors, Juste, j'ajouterais une petite chose. Ces jeunes-là, ils ont aussi cette impression que, en fait, pour parler de la gauche, c'est pour ça que tout à l'heure je taclais un peu M. François Hollande, mais on nous catégorise toujours à gauche. Quoi qu'il arrive, dès qu'on nous voit, c'est vote à gauche. C'est pas comme ça, mais voilà. C'est comme notre couleur, ils viennent de. C'est pas comme ça, mais voilà. Et on a l'impression toujours qu'après, que justement, la gauche nous instrumentalise surtout. Et surtout, on a l'impression qu'ils veulent nous garder au niveau où on est. C'est-à-dire, ils nous ont créé des zones ZEP, des trucs, les pauvres petits trucs, machin. Et pourtant, la plupart d'entre nous, on a des diplômés. Moi, dans la famille, j'ai des bacs plus 5, bac plus 6, j'ai des ambassadeurs, j'ai des trucs. Et je ne me reconnais pas du tout dans ça, dans ce qu'on dit là. Donc, c'est ce constat aussi que ces jeunes ont fait en disant à un moment donné, vous, la gauche, c'est bien beau de nous faire voter, de nous faire sortir, de faire machin. On fait quoi? C'est comment on avance là-dessus? Là, vous avez du travail, monsieur. On veut savoir. Absolument. Faut nous dire. Déjà, merci pour cette question. Merci pour toute la contextualisation qu'il y a autour. Je vais commencer par la fin. Lorsque, effectivement, les jeunes ont l'impression qu'on leur dit systématiquement il faut voter pour nous, etc. Et que derrière, ils ne voient pas les résultats. On a un exemple très concret, c'était en 2024. Avec Macron qui a appelé aux urnes les Français et les Françaises pour leur dire qu'il fallait renouveler l'Assemblée nationale. À la surprise générale et à la surprise de M. Macron en premier, la gauche a gagné. Et malgré ça, Macron a refusé de nommer un Premier ministre ou une Première ministre de gauche. Et justement, c'est comme ça qu'on dégoûte les gens de la politique. Et moi, j'y vois une manœuvre délibérée de la part de M. Macron, puisqu'il sait très bien que ça va pousser vers l'abstention, vers le désespoir de la politique, les jeunes. Et finalement, les jeunes ne seront plus en mesure de peser et d'influer sur leurs décisions. Donc nous, les jeunes, lorsqu'on va les voir et lorsqu'ils nous font des constats qui sont similaires à ceux que vous avez dévoilés, les jeunes, on ne leur dit pas seulement votez pour nous, on leur dit votez pour vous-même, puisque le programme qu'on défend, on l'a construit avec vous. Donc c'est pour ça que je pense que notre candidature, c'est une candidature qui inspire énormément la jeunesse, une candidature dans laquelle la jeunesse se reconnaît et on le voit. Lorsqu'il y a des petits collégiens qui m'arrêtent, ouais monsieur, je peux prendre une photo avec vous. Déjà ça fait bizarre, mais surtout ça donne de la fierté puisqu'on se dit qu'avec notre équipe, on leur donne un autre idéal et d'autres perspectives dans lesquelles ils peuvent se projeter. Au-delà de ça, si on gagne la mairie, justement, l'emploi et le logement des jeunes, ce sera effectivement une priorité pour nous. On a beaucoup entendu de personnes de ma génération, de celles d'en dessous et celles juste au-dessus, qui aiment Créteil, qui ont Créteil dans leur trip et qui, justement, au moment où il faut quitter le foyer de papa-maman, au moment où il faut commencer à se projeter, à fonder une famille, finalement, ils n'arrivent pas à trouver un logement à Créteil. Parce que c'est trop cher, parce que dans le privé, on sait très bien qu'on peut, que c'est une situation qui est un peu plus précaire que dans le social ou que lorsqu'on est propriétaire. Et aussi, on sait que lorsque tu t'appelles Karima, Mamadou, Amina ou Salimou, par hasard, lorsqu'on... Comme par hasard. Voilà. Lorsqu'on va chercher un logement dans le privé, c'est plus compliqué. C'est très compliqué parce qu'on sait très bien que, par magie, le dossier il disparaît, il tombe en bas de la file. Justement, déjà par rapport à cette situation, dont on a envie de mettre en place un observatoire des discriminations. On a envie d'accompagner aussi… Depuis la mairie, c'est la mairie. Depuis la mairie, un guichet unique avec… Exactement, qui fera des testings, qui accompagnera aussi les habitants qui sont victimes de discrimination de toute nature, d'islamophobie, d'antisémitisme, de racisme, de négrophobie et tous les types de discrimination. On va les accompagner et on va faire en sorte qu'ils soient entendus. Je suis obligé de vous embêter là-dessus. C'est un tacle à la gorge. Le racisme anti-blanc.
On en fait quoi? Non, mais j'ai obligé. Là, sinon, je m'en voudrais moi-même en regardant l'émission, elle a dit pourquoi tu ne lui demandes pas le racisme anti-blanc? J'ai pensé. Hein, tu as pensé aussi, hein? Donc, il y a toutes les discriminations. Est-ce que le racisme anti-blanc, Compte c'est un aussi. truc? Bon, moi, je sais que l'insulte contre les blancs existe. Ça, par contre, Bien il ne sûr. faut pas se mentir. Ça, c'est un vrai fait, c'est des trucs. Mais le racisme. Bah, écoutez, si certains de nos concitoyens qui estiment être lésés de par leur couleur de peau, lorsqu'il faut obtenir un logement, lorsqu'il faut obtenir un emploi, du fait qu'ils sont blancs, bah, ils pourront venir justement à cet observatoire-là. Bah, ils seront les bienvenus. Excusez-moi de rigoler, les gars. Je vois que depuis que quelqu'un évoque ce sujet-là, ça, c'est la plus belle réponse que j'ai jamais entendue. Donc, vous avez compris, si vous avez un problème de racisme anti-blanc, Vous êtes les il y bienvenus. aura un guichet pour vous, vous êtes les bienvenus. Et on sera avec vous, comme on dit chez nous, touche pas mon pote. Ok, c'est parti. C'est obligé. Pardonnez-moi. Mais pour Donc, revenir pour en revenir au sujet, bah, Oui. justement, je parlais Et les écoles. de la question, ouais. La question du logement, je vais venir à l'emploi et ensuite aux écoles. Sur le logement, justement, il y a le privé qui est un problème très concrètement. Mais lorsqu'on a envie de s'installer, on va vers le logement social. Et très souvent, lorsqu'on va vers le logement social, on se confronte à une opacité. On se confronte à finalement un sentiment de flou. Et il y a beaucoup d'habitants qui nous ont dit qu'ils avaient l'impression finalement qu'il fallait connaître quelqu'un pour avoir un logement à Créteil, qu'il fallait connaître quelqu'un parce que leur dossier, il traîne depuis des années, alors qu'ils voient un voisin, un ami ou une connaissance éloignée, bah justement avoir un logement en un rien de temps. Donc justement, nous, on a aussi envie de faire en sorte que les habitants puissent avoir confiance dans les institutions, que le fait d'aller voir un candidat à la mairie, et c'est beaucoup mon cas, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant « Abdoul-Bar, je vote pour toi, mais tu me promets un logement ». Je ne te promets pas un logement à toi, mais je te promets la justice et la transparence. Et comme ça, tout le monde est logé à la même enseigne et surtout, tout le monde a l'impression d'être jugé et d'être traité avec justice. D'accord. Comment on fait ça, monsieur? Comment on fait ça? Non, comment on fait ça? Comment Parce on fait que ça depuis le temps que tout le monde nous en parle, le Bien candidat Herbrecht a dit la même chose. Et c'est vrai que c'est un vrai fléau de ne pas savoir comment est-ce que les attributions d'appartements se font. C'est très compliqué, surtout quand on se dit bah, ça y est, on a un peu de moyens, on a un peu de trucs, même si ce n'est pas des milliards. Comment on fait? Donc, comment concrètement on fait ça? Comment est-ce qu'on va faire? Sans que vous me promettez un logement, je viens, j'amène mon dossier. Comment ça se passe? Alors, C'est madame que je vais voir quelque part ou... Attendez. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un micro? Parce qu'il a beaucoup parlé, ce monsieur. C'est vrai. Il a Faut que beaucoup l'équipe parlé. parle aussi. L'équipe aussi, il faut Bah, qu'elle Amina, parle. je t'invite, On va donner un peu la parole ici. Guichet unique. Guichet Amina unique. Témis. Je peux, s'il vous plaît, monsieur? Monsieur Pape, merci beaucoup. C'est gentil. De guichet unique, je viens et je dis bonjour, je veux mon appartement, j'ai mon dossier, j'ai une mariée, des enfants, tout ça. Comment ça se passe? Parce que j'ai vu le visage partir là-bas dire c'est l'autre qui va répondre. Non, madame, vous allez répondre. Voilà. J'ai fait déjà- du racisme à l'envers. Déjà, Amina, tu peux parler de ta situation. Déjà, moi, pour savoir, faut savoir que moi, déjà, je suis une Christolienne. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Et actuellement, ça fait 10 ans que je suis en attente d'un logement social à Créteil. J'ai rien à voir avec ça. Je ne savais C'est déjà un cas désespéré pour le côté logement. Donc, après, que dire? Donc, comment on je connais change ça? personne. Je connais personne au sein de la mairie. Je connais personne qui connaît la personne à la mairie. Donc, j'ai pas pu avoir de logement. Et oui, effectivement, pour changer ça, je pense que ça serait peut-être bien d'inclure des personnes extérieures à la commission, pendant la commission d'attribution de logement. Pour voir un citoyen qui est là voilà, pour peut-être qu'à ce moment-là, il y attester. aura plus de transparence et de justice en fonction de... Voilà, il n'y aura pas d'acte discriminatoire, disons. D'accord. Je pense. C'est l'applaudir. Si je peux ajouter quelque chose. Mais bien sûr, s'il faut ajouter quelque chose. Il y a aussi un truc très simple, c'est que la Cour des comptes, elle a reproché à la mairie de présenter qu'un seul candidat par logement vacant, là où la loi, normalement, les oblige à en présenter 3. D'accord. Je me souviens d'une rencontre avec l'équipe de Catala au marché où quand on leur a dit ça, leur seule réponse a été de dire mais la Cour des comptes, c'est une institution de droite. Je veux dire, la loi, c'est la même pour tout le monde. La loi, c'est la gauche et la droite, La loi, c'est la même pour tout le monde. Et évidemment que s'ils présentent qu'un seul candidat par logement vacant, bah, en fait, ça leur permet de choisir le candidat en l'occurrence. Donc on ne dit pas qu'ils le font, on dit juste que le système tel qu'il est
il ouvre la porte à du clientélisme, évidemment. Après, je crois qu'il y a une loi qui oblige déjà les mairies à avoir une grille de critères clairs de priorité pour l'attribution. L'enjeu, ça serait peut-être de publier cette grille et que chaque demandeur sache son niveau de priorité, en fait, pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises et qu'on sache un petit peu voilà, à quoi s'attendre. Si, par exemple, moi, je suis un homme seul avec des revenus supérieurs au SMIC, par exemple, c'est logique que je passe après une mère célibataire, une mère isolée qui gagne moins que le SMIC ou qui est au RSA. Ok. D'abord les policiers, donc maintenant ils ont répondu à des questions, je vais demander pourquoi est-ce que vous faites partie de la campagne. Voilà madame. Vous allez répondre aussi. On appelle ça le racisme à l'envers. Voilà, faut répondre. Pourquoi alors moi j'ai eu la chance d'être là depuis vraiment le tout début. Donc Abdoul Bar il parlait de quand on a commencé à écouter les citoyens. Depuis un an et demi là. Depuis les 1 an et demi. J'ai trop aimé en fait cette approche là d'aller parler à des gens où finalement les politiques ne vont jamais. J'ai apprécié aussi de voir que c'était une démarche qui était attendue finalement de la part de toutes ces personnes. Voilà, c'est une démarche et dans la construction du programme, etc. Le fait de demander, en fait, toutes les mesures là dont on a parlé, c'est pas des mesures qui sont sorties de notre tête en fait. C'est des choses qu'on a co-construites avec les gens en partant de leur réalité pour arriver ensemble à ces conclusions là. Donc moi c'est l'approche que je veux de la politique pour toutes les villes de France. J'espère qu'elles auront l'occasion d'avoir un candidat comme ça pour les représenter. Ce monsieur prépare le présenter, il y a déjà des ministres parmi lui. Pour toutes les villes de France, on connaît. On a fait le tour un peu de tout ça, mais quand même... J'ai pas répondu à la question. Ouais, vous allez répondre à cette question et j'en rajoute une encore une fois. C'est bien beau les promesses. Il faudra nous dire c'est comment votre ficelage de... vous mettez 10% là-bas, 20% dans la jeunesse, 50%... Est-ce que ça, vous avez déjà pensé à ça ou pas du tout? Ok. Ça, on peut répondre. On est dedans. Vous inquiétez pas. D'accord. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas encore rentrés là-dedans, donc ça veut dire que le journaliste va l'appeler et avant le 15, on aura notre réponse. C'est possible ça? Ouais, c'est bien. C'est bien. Ok, c'est super. Comme ça, on a un pourcentage pour savoir si on a un budget. Je dis des bêtises. J'aime bien le 10 millions qu'ils ont dit la dernière fois. Là. Donc on mettra ça au jugement des Français, de tous les Français. J'adore dire cette phrase-là, c'est formidable. Et vous direz, voilà, ça on va l'utiliser là, la jeunesse, ça on va l'utiliser pour le sport, ça on va l'utiliser pour ça, et puis chacun se fera son avis là-dessus. Merci en tout cas. Répondez à la question de Sephora, bien sûr. Alors, j'en étais à la question du logement. Oui. Il y a aussi la question de l'emploi. Puisque Créteil, c'est une ville qui a un bassin d'emploi, mais très souvent on se rend compte que ces emplois ils sont occupés par des non-cristoliens. Et que les cristoliens, justement, doivent bouger dans d'autres villes. Donc, ça crée cette situation un peu paradoxale, là où Créteil, c'est une ville destination pour le métro boulot dodo, mais c'est aussi une ville de départ pour le métro boulot dodo. Nous, on a envie que les cristoliens puissent travailler à Créteil. Et pour ça, on a des leviers très concrets. On a le levier de la commande publique. Lorsque la mairie contracte avec une entreprise, on a envie de mettre une clause qui stipule que justement, il faut qu'il y ait un certain nombre de cristoliens et de cristoliennes qui soient embauchés, qui soient recrutés en alternance et en stage. L'alternance et le stage... En CDI ? En CDI aussi, justement. C'était important. Le premier truc dont je parlais. Et aussi, je me rends compte aussi avec mes petits frères et aussi beaucoup de gens de la génération des petits frères qui cherchent des alternances désespérément, qui se retrouvent avec des coupures dans leur parcours qui s'annonçaient brillants parce que justement, ils sont pas parvenus à trouver d'alternance et de stage. Nous, on a envie de leur permettre, à travers un service de l'alternance et du stage, à la fois de les connecter avec les entreprises, avec les employeurs. On a envie aussi de leur montrer les différentes voies professionnelles qui peuvent s'offrir à eux. Et surtout, on a envie de leur donner toute la force que la ville peut leur donner, des lettres de recommandation, des foires à l'emploi, etc. Et aussi... Je vais vous couper 2 secondes. Ouais. Et vous êtes aussi sur l'idée d'avoir aussi un guichet unique où ils peuvent aller chercher l'information ou ça sera plus sur les réseaux sociaux? Ah Internet, non.
nous, on a envie d'une mairie qui soit à portée de clic, mais qui soit aussi à portée d'humains, à portée d'habitants. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec une mairie qui est gérée par notre cher Laurent Catala, qui est là depuis 1977, il a fait la ville quand même, faut le reconnaître. Pas entièrement, c'est les Cristoliens et les Cristoliennes qui ont fait la ville. Mais quand on dit c'était lui qui était derrière les manettes pour aider. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais nous les vieillards qu'on est, bah bien sûr, on nous a, tonton, papy. On a vu, mais justement, nous ce qu'on a envie de... Des étendues. Comment ? On a vu les étendues de travail, donc on vous souhaite la même chose si les gens votent pour vous. Absolument, il faut aussi permettre à M. Catala de se reposer. Il avait promis que ce serait son dernier mandat, mais il a dit dans Le Parisien que justement, s'il y retournait, c'est parce qu'il craignait que la France insoumise passe. Ah bon ? Oui, il l'a dit. C'est à vous qu'il en veut. Il l'a dit dans Le Parisien. Vous savez pourquoi ? Il faut lui demander. Et voilà, c'est ça. Parce qu'on est la garantie aussi que la ville reste à gauche. Et lorsque je parle avec certains adjoints qui sont élus à la mairie, ils me disent « Ouais, mais de toute façon, on sait que la prochaine fois, c'est la droite qui va passer. » Mais à un moment donné, si tu as envie que la droite ne passe pas, essaie de mettre en œuvre les politiques publiques qui vont faire en sorte que cette ville reste une ville populaire. Il ne faut pas sacrifier justement l'histoire de cette ville sur l'autel de l'attractivité. Lorsque je lis sur le programme de mes concurrents, on a envie de faire rayonner Créteil-Soleil. Non, nous, on a envie de faire rayonner Créteil, on a envie de créer de l'emploi local, on a envie de réanimer les commerces de proximité, notamment sur le front de lac, sur le quai de la Croisette. On a envie de réquisitionner les locaux vides, de les louer à loyer modéré pour tous les Cristoliens et les Cristoliennes qui ont des projets d'entreprise. On a envie finalement que cette vie vive, pas seulement à travers le prisme de Créteil-Soleil. On a envie de créer d'autres pôles d'attractivité dans nos quartiers, mais aussi à Créteil-les-Chats, à travers notamment la reprise de la friche du Jiffy, à travers... Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi la friche du Jiffy pour ceux qui ne savent pas ? Vas-y. Vous voulez le faire ? Attendez, je peux avoir le micro s'il vous plaît ? C'est bien d'avoir des colistiers, hein ? Pas. On me dit, allume-le. Tu as raison. Merci. En vrai, ça me fait plaisir d'en parler puisque c'est un projet qui me tient à cœur et je sais qu'on est beaucoup à partager ce ressenti. En fait, il y a un manque criant d'espace de vie, d'espace pour se rencontrer. À Créteil-les-Chats, où va bientôt y avoir la ligne 15, et donc du coup, ce quartier de Créteil-les-Chats, qui aujourd'hui n'est pas forcément la porte d'entrée vers la ville, va devenir la future porte d'entrée vers la ville. C'est un quartier qui est très... avec beaucoup d'étudiants, il y a toutes les facs, etc. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent travailler là tous les jours, il y a beaucoup de gens qui y habitent. Et on a cette friche de Jiffy qui était un giga avant, si vous vous souvenez bien, qui est devenu un Tati. Puis maintenant qui est devenu un Jiffy, qui a encore fermé. Donc ça fait quand même 3 fois qu'on essaye de faire un magasin de ce type là-bas. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un manque criant d'espace culturel, notamment d'endroits pour aller voir un concert, d'endroits pour juste aller se poser aussi, parce que les étudiants, c'est soit ils sont à la fac, soit ils sont à la BU, soit ils sont au kebab devant le métro Créteil Université. Donc on a pensé en effet à reprendre cette friche pour en faire un grand lieu qui serait ouvert. C'est-à-dire avec toute une partie de l'espace qui serait en accès libre, qui permettrait du coup aux étudiants de venir réviser là, parfois quand ils ont 2 heures de libre entre 2 heures de cours, de venir passer du temps ici, mais aussi on pourrait piloter toutes sortes de projets. Honnêtement, l'espace est tellement immense que tout est possible, et ça c'est vraiment une philosophie, je pense, qu'on peut avoir avec beaucoup d'espaces qui sont vides aujourd'hui à Créteil, qui peuvent être réinvestis de plein de manières différentes. Comme l'a dit Abdoulbar, on a une ville avec beaucoup d'esprit créatif et beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses, comme vous ici. Alors pourquoi pas aller vers des espaces plus grands. On pensait justement à faire un studio de podcast, à faire un studio de tournage, on pensait à une scène. On vote pour eux, c'est la flatterie, on appelle ça. Non, et je reprends ce que vous disiez madame tout à l'heure sur justement aussi le lien intergénérationnel, la mémoire et la jeunesse, l'avenir. Et a priori ce serait du coup l'une des grandes lignes un petit peu de cet espace, de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et donc vraiment de donner énormément de place aux mémoires, notamment aux mémoires de la ville. Donc les mémoires aussi issues de l'immigration et aussi le numérique pour réussir à se projeter aussi dans des métiers d'avenir, etc. Bon, merci. Moi, comme le rendement, Abdou, il a déjà son micro. Il a déjà beaucoup ici, il ne faut pas le laisser. Donc là, on a... Oui. Je voulais juste faire un petit commentaire ou une petite question. Dans votre programme, vous pensez aux associations ? Absolument. Est-ce que vous avez quelque chose à
vous apporter, parce que nous sommes une association aussi. C'est surtout ça. Bon, avant que vous répondiez ça, donc on va essayer de faire des réponses un peu plus courtes maintenant, puisque le temps qui nous est imparti, il est passé tellement vite. On s'est fait plaisir. C'était très intéressant. Très intéressant. Il y a des bonnes pistes, il y a des bonnes choses sur votre programme. On a pu découvrir énormément de choses. J'avais vraiment une question super importante à lui poser, mais tu me l'as fait perdre. Mais alors, donc, on va répondre à ta question. Je peux terminer la question, parce que je n'ai pas évoqué le cas des mamans et le cas des écoles. Ça. Ouais. Vas-y, on va faire ça et après on répondra à sa question vite fait. Des mamans et des écoles. Non, voilà, j'ai retrouvé. Okay. Donc notez, c'est très important ça. Maintenant, on va faire une projection futuriste. Hop, on est au deuxième tour. On passe pas à la fin. Comment ça se passe? On rajoute d'autres listes avec nous, ou on part tout seul et on dit truc. Ou alors, on ne passe pas au deuxième tour, mais on était proche de passer. Votre voix va compter ou ça va s'arrêter, parce qu'il y a eu un an et demi de travail qui a été fait. Et vers qui vous allez aller, parce qu'on aime bien cette phrase-là, la coalition, mais je pense quand même que les Christoliens, c'est ce qu'ils disaient, c'est que pendant très longtemps, on n'a eu qu'un parti bloc et une opposition. Donc c'était comme les démocrates et là-bas les républicains. Mais en même temps, il y a plein de choses qui se passent d'autres. Et très souvent, les candidats qui arrivent comme ça, ils disparaissent. À un moment donné, on ne les voit plus et puis on les revoit juste le jour des élections. Comment on fait quoi? On pèse encore? On fait une alliance quelque part? On parle pas? Je sens que madame veut répondre. On finit avec ça. Je finis. Voilà. Mais il faut faire court, comme ça, voilà, et comme ça on pourra répondre à cette question. Notez bien, et s'ils ne répondent pas à ces questions, on reviendra à truc. Voilà. D'accord. Alors, c'est des questions qui sont très importantes, très intéressantes. Le fait de donner des perspectives aux jeunes, le fait de s'assurer qu'ils aient un emploi. Et on sait qu'il y a des filières dans lesquelles on a besoin de jeunes, des filières qui sont finalement très importantes pour notre futur, notamment la filière de la rénovation thermique. On a envie de lancer un grand plan massif de rénovation thermique à l'échelle de Créteil. Ça va créer du confort, ça va créer de l'emploi pour les jeunes et ça va aussi permettre de réduire les factures. Donc nous, on a envie de créer des emplois justement dans la transition écologique et on a envie que le vivier de jeunes qu'on a qui cherchent du travail puissent finalement bénéficier de ça. Et c'est aussi pour ça qu'on va mettre en place le territoire zéro chômeur de longue durée, justement pour pouvoir travailler avec les différentes parties prenantes dans la ville, dans les quartiers, pour créer de l'emploi local, non délocalisable et permettre aux jeunes d'avoir d'autres perspectives que de traîner dehors. Ensuite, sur le fait d'ouvrir des lieux, on en a parlé. On a beaucoup de lieux, de MJC, de MPT qui font un travail formidable. On a envie que justement ces espaces-là soient aussi des espaces dans lesquels les jeunes puissent se retrouver à des horaires élargis dans chaque quartier, parce que justement, l'errance, le fait de traîner dehors… Il est vraiment gros vote pour lui. Ah non, mais… Il doit rester neutre, s'il vous plaît, laissez-moi. L'errance, le fait que les jeunes doivent traîner jusqu'à tard dans les halls, ou bien aller dans des lieux payants, le fait de se poser au Testicroussi, au Miams, etc., c'est parce que c'est faute d'avoir des lieux… Justement, des lieux gratuits de socialisation. Testicroussi, le Miams, etc., c'est très bon. Mais voilà, il faut préserver quand même ce bilan nutritionnel. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'on a envie de mettre en place la cantine bio et aller vers la gratuité. Donc voilà, pour soulager un petit peu les familles. Et pour soulager les familles, il y a des mesures très très simples aussi qu'on peut mettre en place sur la cantine. Il y a beaucoup de mamans, justement, et de papas qui se rendent compte que finalement, soit leur enfant… ils mangent des choses qui n'étaient pas prévues qu'ils mangent, que justement la qualité de la nourriture n'est pas forcément au rendez-vous. On sait qu'à Créteil, le bio, c'est encore très loin. C'est pour ça aussi qu'on a envie de développer des filières locales. C'est pour ça aussi qu'on a envie de mettre en place des mesures très simples de simplification administrative avec des menus qui sont beaucoup plus clairs que Bélier, Lyon, etc. On veut de la lisibilité, on veut une alternative végétarienne systématique. On veut créer de l'emploi agricole à travers la commande publique et on a aussi envie justement d'apaiser les ménages, notamment les parents qui doivent inscrire leurs gamins à la cantine en urgence. Aujourd'hui, le délai il est de 15 jours maximum. On ne peut pas prévoir d'avoir une urgence dans les 15 jours. Et je pense aussi aux enfants qui ont un panier alimentaire.
un PAI. Un PAI. Ils doivent payer la cantine au même titre que les autres gamins, alors que le repas, c'est un repas qui est amené par la famille, par les parents. Pour moi, il devrait y avoir une contribution symbolique. Revenez en arrière. Je ramène là à manger pour mes enfants et on me demande un droit de bouchon. Amina, tu veux en parler? Quoi? Pardon? De quoi on parle? Non. Parlons-en. Mon journaliste va venir vous parler, vous allez nous expliquer ça. Quoi? C'est maman ou moi ou quelqu'un de la famille qui fait à manger, je ramène ça à l'école, et l'école me dit, file. Bah, c'est ça. Moi, j'ai encore la facture, je ne l'ai pas payée. C'est ça. Je n'ai pas la payée en plus. Qui a fait ça? Mais je découvre des choses dans ces trucs-là, c'est une dinguerie. Pour la fameuse réponse, je ne sais pas si... Je termine. Sur les mamans, tu veux parler des mamans ou, ouais. Il termine, comme ça vous irez répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure et en même temps vous ferez votre petit aparté. Ouais. Parce que sinon on n'aura pas le temps de tout. Hein. Ça marche. Sur le fait d'avoir des lieux de vie, de réanimer les lieux de vie, d'en faire des espaces de vie, on veut aussi que les parents et les parents solo puissent se reposer, puissent avoir des lieux dans lesquels soit ils font des activités avec leurs gamins, soit des lieux là où justement ils peuvent penser à autre chose, socialiser avec d'autres adultes de leur âge, etc. On a envie vraiment d'avoir un service public du lien à Créteil. On a envie que nos maisons de quartier, nos MPT, nos MJC soient des lieux ouverts, des lieux avec des espaces jeunesse, des lieux qui sont des lieux de rencontre, qui soient de véritables tiers-lieux. Et voilà. Avec Flavie pourra compléter. Hein. Merci. On peut l'applaudir quand même. Il a fait le candidat super sympa. Donc on va passer la parole. Donc il y avait une réaction plus cette histoire de si maintenant on ne gagne pas, parce que vous avez fait un travail formidable, j'entends qu'il y a eu plein de choses, on met tout en gel, ou alors on dit ben quand même la population en a besoin, toi là tu vas-y. Et on fera en sorte de surveiller ce qui se passe et en espérant que certains d'entre nous pourront rentrer enfin dans le conseil municipal aussi pour aller porter la voix. Mais je pense que madame est députée, non? Ah, on la confond souvent avec Clémence Guettet. Ça m'arrive souvent. C'est pas Clémence Guettet. Pas encore. Ah, vous lui ressemblez? C'est ça. Ok. Il y a un petit regard, c'est vrai. Vous lui ressemblez? C'est celle qui amène tout le monde sur la lune. C'est pas pareil. Alors effectivement, déjà sur le périscolaire et toutes les absurdités, donc on a parlé du PMI, du PAI, effectivement c'est absurde qu'un parent qui ramène le repas paye le même prix qu'un parent qui ne le ramène pas. En tant que maman, je voudrais aussi témoigner de plein d'autres petites rigidités, absurdités qui existent comme ça et qui tombent finalement toujours sur les mêmes, les plus précaires. Je pense notamment effectivement ce délai du périscolaire. Moi, en tant que maman solo, comme beaucoup de mamans solo, à un moment, j'ai dû accepter du temps partiel, des emplois plus précaires, où effectivement, on n'a pas forcément le planning 10 jours à l'avance, en fait. Et effectivement, à ce moment-là, que fait la mairie? Elle nous majore le repas de 30%. Pardon? Ce qui est énorme. Wow. C'est mon cas, c'est aussi le cas de beaucoup de mamans qui font des petits boulots comme les ménages, les choses comme ça, qui évidemment n'ont pas le planning 10 jours, 15 jours à l'avance. Je voudrais parler aussi d'une autre absurdité qui est le quotient familial. Donc le quotient familial, c'est quelque chose qui va déterminer les tarifs qu'on paye à la cantine, et ça c'est très bien. Sauf qu'un simple oubli de déclaration, et on pense notamment à tous les parents qui ont du mal avec la paperasse parce que c'est pas évident, et on se retrouve à un tarif qui est supérieur au tarif de la tranche supérieure. C'est-à-dire qu'on paye plus que le plus riche. Excusez-moi, pour ça, vous savez quoi? J'ai des journalistes ici, on va venir parler de ça sérieusement. On va faire un article sur ces deux points. Il faut en parler, effectivement. Vraiment, hormis même l'histoire de ce que vous faites là, la campagne, etc. D'ailleurs, je veux vous féliciter pour votre engagement parce que c'est vraiment formidable de faire ça. Hormis ça, on ira vraiment, c'est parce que ça fait partie aussi de nos fonctions. Et puis j'ai vraiment des experts qui c'est leur métier d'aller chercher des informations. On essaie d'être des citoyens exigeants, c'est pour ça qu'on ne vous a pas ménagé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coalition. Ce n'est pas parce que les autres ne sont pas là que nous on va venir faire. Non, on est là pour poser les vraies questions. On ne parle jamais nous, mais quand on parle vraiment. S'il vous plaît, répondez à cette question. 1 an et demi de travail. Les gens sont venus pleurer, vous faire pleurer. Quand on va là-bas, monsieur a dit, je ne fais pas ça que pour moi, je fais ça pour aider les gens.
on fait quoi de tout ce que vous avez fait si on ne passe pas comme on voudrait qu'on passe, ou si on passe au deuxième tour, mais que ça part de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais dire d'abord que déjà, effectivement, on est sur le terrain depuis 1 an et demi. Et je pense que tous ceux qui nous ont rencontrés ont pu sentir la sincérité des échanges. C'est quelque chose qui nous est, enfin, moi qui m'a beaucoup touchée dès ma première audition citoyenne, je m'en souviens encore. On est allé voir, il faisait nuit, c'était un peu glauque, on est allé voir une bande de jeunes, on a discuté avec eux, je crois, 1 ou 2 heures, et puis ils nous ont dit, mais madame, on ne m'avait jamais demandé ce que je pensais de la ville. Et en fait, voilà, c'est tout bête, mais cette sincérité dans l'échange, ce goût de l'échange qu'on partage tous dans notre équipe, je pense, c'est quelque chose qui est ressenti par toutes les personnes qui nous ont croisés. Ce travail-là, on ne le fait pas si on n'a pas de réelle conviction. Dans l'équipe, on a plein de profils différents et on a tous un point commun qui est celui de notre engagement qui prend plein de formes différentes. Moi, je suis engagée de tout cœur dans cette campagne en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant que maman, avec toutes nos casquettes, toute notre diversité. On a énormément de monde dans notre liste qui vient du monde associatif. C'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les associations, c'est souvent le dernier rempart pour faire lien dans les quartiers. Et donc, cet engagement, il va perdurer, quelle que soit la forme. Et je pense que dans notre équipe, quand on fait le bilan de la campagne qu'on a déjà faite et encore de celle qu'on va encore faire jusqu'au 15 et 22 mars, on a fait preuve d'énormément de créativité, d'inventivité. On trouvera d'autres formes pour continuer la lutte, ça c'est sûr. Écoutez-moi bien, elle a répondu avec le cœur. Avant le 15, j'aurai la réponse de ce qu'ils vont faire, de ce que vous leur avez appris. D'accord? Elle va devoir dire, elle va devoir parler. Parce que il y a un fait, moi, politique, qui m'a fâché avec la politique. C'est un des anciens premiers ministres, les plus jeunes se rappelleront, qui, parce que certains n'ont pas pris ça au sérieux, et ils l'ont regretté aussi, amèrement, et qu'il est venu le soir après, il a dit je me retire de la vie politique de truc. Et il a laissé tout un peuple orphelin. Or qu'il avait bien travaillé pour la France et tous les Français. Je dis bien tous les Français. Parce que ce n'était pas forcément de son parti ce qui faisait tout, mais il y avait une grande partie de son parti qui régnait dessus. Et quand il a fait ça, il a créé une cassure totale. Chez beaucoup de gens, séisme. Il y en a, ils se sont effondrés. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de poser cette question et de dire à un moment donné, des citoyens vous ont fait confiance et vous feront sûrement confiance en allant voter pour vous. On en fait quoi après? On continue des bagarres, on continue pas des bagarres. Mais ça, les gars, je dirais leur demander jusqu'à la fin des élections, ils vont m'avoir sur le dos. Ok, on fait comme ça? On fait comme ça. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir été sincère. Merci beaucoup. C'est vraiment, monsieur, j'espère que ça se passera bien pour vous et votre campagne. Bravo à vous en tout cas. Merci Bravo beaucoup. à vous tous. Je vais remercier vraiment toutes les personnes qui nous ont aidés à monter cette émission. On va remercier notre partenaire OPTV qui nous a proposé de faire ce format. Et finalement, j'apprends beaucoup de choses comme vous, des choses aberrantes, des choses beaucoup plus sympathiques, des visions différentes. Et j'espère que vous aussi, vous pourrez vous faire un avis pour aller voter. On va remercier M. Paps au son, s'il vous plaît, qui est là, qui nous aide bien. On va remercier Myriam qui est là, qui fait l'accueil, qui accueille tout le monde. On va remercier Mister Cédric qui est là-bas à la production, qui est mon coproducteur. On va remercier Sephora qui a accepté de relever le défi, juste elle et moi sur le plateau face à ces incompréhensions par rapport aux vidéos, par rapport à plein de choses. On va remercier aussi tous nos autres spécialistes qu'on a laissés, donc Candice, Félix, Marquis. Hein, on ne vous a pas abandonné, mais il fallait que je bagarre avec ce monsieur-là. Il fallait qu'on sache des vraies choses. En tout cas, je peux vous dire une seule chose, mes ninjas. Il faut prendre soin de vous, parce que si vous ne le faites pas, c'est d'autres personnes qui parleront pour vous. Donc, s'il vous plaît, non pas s'il vous plaît, faites comme vous voulez, mais allez voter, c'est très important. Et vous voyez, la bagarre, c'est pas gauche-droite, c'est pas raciste contre machin. On est ensemble, pensez à vos familles, pensez à vous. Prenez soin de vous, bénédictions sur vous, et à très prochainement. Merci.